Certaines familles sont brisées par la perte d'un être cher et certains hommes sont tellement rongés par le chagrin qu'ils en oublient comment être tendres. Jasper McKinnon a perdu sa femme il y a 3 ans et depuis, ses 5 garçons turbulents le mènent la vie dure dans leur cabane de montagne. Toutes les femmes qui viennent l'aider s'enfuient avant le coucher du soleil. Les mères d'élèves ne supportent pas ce chaos. Les femmes de ménage démissionnent avant même d'avoir déballé leurs affaires. Même une épouse commandée par correspondance a jeté un coup d'œil et a pris le premier train pour quitter la ville. Ces garçons ne savent pas comment se comporter avec les autres, et Jasper a oublié comment être doux avec eux. Mais lorsqu'une tempête hivernale amène une petite orpheline nommée Rosie à leur porte, tout change. Elle ne fuit pas le bruit et le désordre. Elle commence simplement à améliorer les choses, petit à petit, par de petits gestes. Pour la première fois depuis des années, la cabane semble pouvoir redevenir un foyer. Que se passe-t-il lorsqu'une petite fille apprend à un montagnard et à ses fils à former une famille? Avant de nous replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. La cabane des McKinnon était perchée à flanc de montagne comme un vieil homme têtu refusant de bouger de son fauteuil préféré. Construite à partir d'énormes rondins de pin qui avaient résisté à 40 ans d'hiver dans le Colorado, elle défiait le vent qui soufflait depuis les sommets. La fumée s'échappait de la cheminée en pierre en une spirale paresseuse, seul signe de vie dans cette vaste étendue sauvage qui s'étendait à perte de vue. À l'intérieur, le chaos régnait en maître. « Logan, enlève tes bottes boueuses de la table. » La voix de Jasper McKinnon résonna dans la pièce principale. Mais le garçon de 6 ans continuait à balancer ses jambes. De la pâte à gâteau était étalée sur sa joue couverte de taches de rousseur. La cuisine portait les traces d'une nouvelle tentative ratée de petit déjeuner. Des pancakes brûlés jonchaient le sol, du lait avait coulé sur le comptoir, et ce qui semblait être des œufs recouvrait la poêle en fonte. Jasper mesurait 1,93 m en chaussettes, avec des épaules assez larges pour porter un cerf adulte, et des mains capables de fendre des bûches à la hache ou de calmer un cheval effrayé avec la même habileté. Ses cheveux noirs, parsemés de mèches argentées prématurées, tombaient sur son col, et sa barbe trahissait le laisser-aller d'un homme qui avait cessé de se soucier de son apparence le jour où sa femme était décédée. La simple alliance en or à sa main gauche reflétait la lumière du matin qui filtrait à travers les petites fenêtres de la cabane. Un cercle de promesses qu'il ne pouvait se résoudre à retirer. Même 3 ans après que Sarah ait rendu son dernier souffle dans le lit qu'ils avaient partagé pendant 15 ans. P. Wyatt m'a encore frappé. Noah, 8 ans, arriva en courant de la pièce du fond, ses cheveux blonds hérissés dans tous les sens et les larmes coulant sur son visage maculé de saleté. C'était le plus doux des 5 garçons, celui qui se souvenait encore des berceuses de sa mère et qui essayait désespérément de maintenir la paix dans une maison qui avait oublié ce qu'était la paix. Wyatt, 14 ans, qui montrait déjà des signes de la grande taille des McKinnon, était affalé contre le cadre de la porte, l'air maussade d'un garçon qui portait trop de colère sur ses jeunes épaules. Il fouillait encore dans mes affaires, marmonna Wyatt sans regarder son père. Je lui ai dit de ne pas entrer dans ma chambre et je t'ai dit de contrôler ton tempérament avec tes frères, répondit Jasper, même s'il n'avait pas vraiment envie de le gronder. Comment pouvait-il apprendre à ses fils à contrôler leur colère alors que son propre chagrin lui donnait parfois l'impression d'avoir un animal sauvage qui lui griffait la poitrine? Owen, 10 ans, choisit ce moment pour débouler dans la pièce principale, poursuivant Liam, 12 ans, avec une cuillère en bois recouverte de ce qui ressemblait à de la mélasse. « Tu as mis du sel dans le sucrier !» hurla Owen, ses cheveux roux volant derrière lui comme une bannière. « Je vais te forcer à le manger. » Liam, plus calme que ses frères, mais tout aussi têtu, esquivait la lourde table en bois que leur père avait construite de ses propres mains. « C'était juste une blague, » répondit-il, mais sa voix ne trahissait aucune joie. Liam n'avait plus ri, vraiment ri, depuis que la fièvre avait emporté leur mère. La table en bois trônait au centre de la pièce principale de la cabane, entourée de chaises dépareillées qui avaient connu des jours meilleurs. Sarah avait l'habitude de la dresser avec les assiettes à la fleur bleue de sa grand-mère et les tasses assorties qui avaient survécu au voyage vers l'ouest. Aujourd'hui, ces plats prenaient la poussière dans le placard, trop précieux pour être utilisés quotidiennement par un veuf et ses fils turbulents.
À la place, ils mangeaient dans des assiettes en étain et buvaient dans des tasses ébréchées quand ils se souvenaient de manger ensemble. Jasper s'enfonça dans sa chaise à la tête de la table et observa le champ de bataille qui avait autrefois été sa maison. Les murs en rondins portaient encore la marque de Sarah, les rideaux qu'elle avait cousus à la main à partir de tissus commandés à Denver, les étagères remplies de sa collection de livres et le coin où son fauteuil à bascule était désormais vide et prenait la poussière. Il ne pouvait se résoudre à le déplacer, tout comme il ne pouvait se résoudre à jeter ses robes ou à vendre le piano que personne ne savait jouer. Dans la cuisine, des casseroles en fonte étaient suspendues à des crochets forgés par son grand-père, mais elles contenaient rarement les copieux ragoûts et le pain frais que Sarah préparait chaque jour. Elles contenaient plutôt les restes de tentatives de cuisine ratées, des repas qui remplissaient les estomacs, mais ne satisfaisaient jamais vraiment la faim de quelque chose de plus, quelque chose qui avait le goût du foyer et de l'amour et la douceur des soins prodigués par une femme. Les garçons, calmez-vous, cria Jasper, mais sa voix n'avait plus l'autorité d'autrefois. Il y a 3 ans, il était un homme différent. Il travaillait avec détermination à ses pièges, fabriquait des meubles avec fierté dans son atelier et rentrait chaque soir chez une femme qui savait adoucir ses rugosités avec un sourire. Sarah était le pilier autour duquel gravitait leur famille, et lorsque cette lumière s'était éteinte, ils s'étaient tous retrouvés plongés dans l'obscurité. La fièvre était apparue à la fin du printemps, juste au moment où les fleurs sauvages commençaient à fleurir dans les prairies. Cela avait commencé par une simple toux, du genre de celle qui affligeait en les gens chaque hiver. Mais celle-ci persistait, s'aggravant au lieu de s'améliorer. Sarah avait d'abord essayé de la cacher, ne voulant pas inquiéter les garçons ni ajouter un souci supplémentaire à Jasper. Quand il avait réalisé à quel point elle était malade, le médecin le plus proche se trouvait à 3 jours de route et les cols de montagne étaient encore bloqués par la neige. Il lui avait tenu la main alors qu'elle s'éteignait, promettant de prendre soin de leur fils, de garder la famille unie, de ne jamais leur faire oublier à quel point elle les aimait. Mais les promesses faites dans l'ombre de la mort étaient plus faciles à prononcer qu'à tenir. Comment pouvait-il leur apprendre à être doux alors que son propre cœur s'était transformé en pierre? Comment pouvait-il leur montrer de l'amour alors que sa propre capacité à la tendresse avait été enterrée avec leur mère? Les garçons avaient essayé à leur manière de combler le vide laissé par Sarah. Wyatt, l'aîné, avait tenté d'assumer un rôle trop lourd pour ses jeunes épaules, devenant sévère et sérieux au-delà de son âge. Liam s'était renfermé sur lui-même, passant des heures à lire les livres de sa mère et à éviter le chaos de la vie quotidienne. Owen avait canalisé son chagrin dans des espiègleries, comme si causer suffisamment de problèmes pouvait d'une manière ou d'une autre ramener l'attention et la structure qu'ils avaient perdue. Noah s'accrochait à quiconque lui témoignait de la gentillesse, désespéré de retrouver les mots doux et les gestes tendres qui avaient disparu de leur vie. Et Logan, âgé d'à peine 3 ans lorsque sa mère était décédée, n'arrêtait pas de demander quand elle rentrerait à la maison, comme si son absence n'était qu'un autre voyage en ville qui avait duré trop longtemps. Jasper avait essayé d'engager de l'aide. La première femme, une mère d'élèves sévère originaire de Denver, n'avait tenu que 4 heures avant que l'impolitesse délibérée de Wyatt et les farces créatives d'Owen ne la poussent à fuir vers la civilisation. La deuxième, une veuve à la recherche d'un nouveau départ, avait tenu une nuit avant que les cauchemars de Logan et le chaos général du garçon ne la convainquent qu'elle avait commis une terrible erreur. Même Martha Henley, la mariée par correspondance, qui semblait si prometteuse dans ses lettres, jeta un coup d'œil à la maison Wilde et prit le premier train pour retourner d'où elle venait. « Nous n'avons besoin de personne d'autre », avait déclaré Wyatt après le départ précipité de Martha. « Nous pouvons nous débrouiller seuls. » Mais ils ne le pouvaient pas, et Jasper le savait. La cabane qui avait autrefois fait de la fierté de Sarah tombait lentement en ruine. Les rideaux étaient de travers. Les sols n'étaient pas balayés, et les repas se composaient principalement de ce qui pouvait être cuisiné dans une seule casserole sans trop d'attention. Les garçons grandissaient sauvages comme des loups des montagnes, oubliant leurs manières, leurs lettres et les douces leçons, ce que leur mère avait essayé de leur enseigner sur la gentillesse et le respect. Dans son atelier derrière la cabane, 5 petits chevaux en bois étaient posés sur une étagère, chacun soigneusement sculpté avec de minuscules détails qui témoignaient de l'amour d'un père. Jasper les avait fabriqués à la naissance de chacun de ses fils,
des étalons cabriolants pour Wyatt et Liam, une jument douce pour Noah, un poney fougueux pour Owen et un petit poulain pour Logan. Sarah les posait sur la cheminée, les dépoussiérait soigneusement et racontait des histoires sur les aventures que chaque cheval aurait pu vivre. Aujourd'hui, ils accumulaient l'ascure et les souvenirs, reliques oubliées d'une époque où Jasper savait encore créer de belles choses au lieu de simplement survivre au quotidien. Le soleil matinal montait dans le ciel, projetant de longues ombres sur le sol de la cabane. Dehors, la neige recouvrait encore les sommets les plus élevés, même si le mois de novembre avait été exceptionnellement chaud dans la vallée. Jasper savait lire le ciel comme d'autres lisent les livres, et quelque chose dans la direction du vent et la façon dont les nuages s'accrochaient bas au-dessus des montagnes lui disait que le temps allait changer. Un temps violent, du genre qui pouvait piéger une famille pendant des jours ou des semaines si elle n'était pas préparée. Il aurait dû envoyer les garçons vérifier le bétail, ramener plus de bois de chauffage, se préparer à tout ce que la montagne pourrait leur réserver. Au lieu de cela, il s'assit à la table de Sarah, tripota la simple alliance en or à sa main gauche et se demanda combien de temps encore il pourrait maintenir sa famille unie à la seule force de sa volonté. Logan descendit de la table et se dirigea vers son père. Ses mains collantes se tendirent avec la confiance inconsciente d'un enfant qui croyait encore que son père pouvait tout réparer. « J'ai faim », annonça-t-il comme si c'était une nouvelle qui allait tout changer. Jasper souleva son plus jeune fils pour le mettre sur ses genoux, respirant l'odeur du petit garçon et du sirop d'érable. « Je sais, mon fils, nous avons tous faim. » Mais il ne parlait pas de nourriture, et au fond de lui, il soupçonnait que Logan non plus. Ils avaient une faim de quelque chose qu'aucun d'entre eux ne savait plus vraiment nommer. Affamés d'une chaleur qui venait de bien plus que du feu dans la cheminée. Affamés d'un amour qui faisait d'une maison un foyer. Dehors, le vent se levait, apportant avec lui la promesse de neige et de changement. Jasper tenait son plus jeune fils dans ses bras et regardait ses autres garçons continuer leur bataille, sans se douter que dès le lendemain, tout serait différent. Dès le lendemain, une petite fille au regard sérieux et aux mains calmes leur apprendrait à tous ce que signifiait à nouveau être une famille. La tempête s'abattit avec la fureur d'un élément sauvage et indompté, à l'image de tout ce qui caractérisait ces montagnes. Jasper l'avait senti venir dans ses tripes toute la matinée, cette pression particulière dans l'air qui annonçait que la nature rassemblait ses forces pour frapper de plein fouet. À midi, le vent hurlait à travers les pins comme un animal blessé, et le soir venu, la neige tombait si drue qu'on ne voyait plus sa main devant son visage. « Les garçons, éloignez-vous de cette fenêtre !» cria Jasper alors qu'Owen et Noah collaient leur nez contre la vitre, regardant le monde blanc disparaître sous leurs yeux. Celle-ci va être terrible. Ils ne s'étaient pas trompés. Les tempêtes de novembre dans les Rocheuses du Colorado étaient réputées pour leur imprévisibilité. Mais cette tempête semblait différente, plus violente, comme si la montagne elle-même avait décidé de rappeler à tout le monde qui était vraiment le maître. La cabane craquait et gémissait sous les assauts, mais les épais murs en rondins tenaient bon, comme ils le faisaient depuis 40 ans. Wyatt aida son père à fixer les volets, tandis que Liam apportait du bois de chauffage supplémentaire depuis le poche couvert. Même en situation de crise, les garçons connaissaient leurs devoirs, bien qu'ils les accomplissaient avec l'efficacité maussade d'enfants qui avaient appris que survivre signifiait mettre de côté leurs querelles, lorsque la nature exigeait le respect. Le vent hurla toute la nuit, faisant vibrer le toit et envoyant de la neige s'engouffrer dans chaque fissure et chaque interstice. Au matin, le monde extérieur s'était transformé en quelque chose d'inconnaissable, une vaste étendue blanche qui enfouissait les repères familiers et effaçait les frontières entre la terre et le ciel. C'est Logan qui l'a entendu le premier. « Pêche !» murmura le garçon de 6 ans en tirant sur la manche de Jasper, alors qu'ils finissaient leur petit déjeuner composé de biscuits et de café. « Il y a des pleurs dehors. » Jasper tendit l'oreille, essayant de couvrir le mugissement constant du vent. Au début, il n'entendit rien d'inhabituel, juste les derniers soubresauts de la tempête et le craquement occasionnel d'une branche chargée de neige. Puis il revint, faible mais indubitable, le son de la détresse humaine portée par l'air de la montagne. « Wyatt, Liam, venez avec moi », ordonna Jasper, déjà en train d'attraper son manteau épais et ses bottes. « Oh, et surveillez Noah et Logan, ne les laissez pas sortir. » Quoi qu'il arrive, les garçons plus âgés suivirent leur père dans la nature sauvage et blanche,
le visage piqué par la neige poussé par le vent qui ressemblait à de minuscules aiguilles sur leur peau exposée. Le bruit s'intensifia à mesure qu'ils descendaient la pente vers le sentier principal. Ce n'étaient plus seulement des pleurs, mais des voix appelant à l'aide. Ils trouvèrent l'épave à 200 mètres de la cabane, à moitié ensevelie sous une congère qui avait probablement sauvé les survivants du froid pendant la nuit. La diligence à destination de Denver gisait sur le côté comme un jouet cassé, une roue tournant paresseusement dans le vent. Le conducteur était assis immobile dans la neige, le visage paisible dans la mort, déjà recouvert d'une fine couche de blanc. « Mon Dieu » murmura Jasper en observant la scène. « Les garçons, aidez-moi à chercher des survivants. » 3 passagers avaient survécu à l'accident. Un homme bien habillé d'une 50aine d'années gémissait doucement, serrant son bras ensanglanté contre sa poitrine. À côté de lui, une femme âgée perdait et reprenait conscience. Sa respiration était superficielle et laborieuse. Mais c'est la 3e survivante qui attira et retint l'attention de Jasper. Une petite fille, âgée d'à peine 9 ans, était assise dans la neige à côté de la femme blessée, ses petites mains essayant de panser une blessure au front de la femme plus âgée avec un morceau déchiré de sa propre robe. Les cheveux noirs de l'enfant pendaient en mèches humides autour de son visage, et sa robe de voyage en coton bleu était boueuse et déchirée par l'accident. Mais ses yeux bruns étaient calmes et déterminés, tandis qu'elle s'affairait. « S'il vous plaît, dit-elle en voyant Jasper s'approcher, sa voix claire malgré le froid. Madame Davidson est gravement blessée, et M. Patterson n'arrête pas de dire qu'il a mal au bras. J'ai essayé de les aider, mais je ne sais pas où soigner. » Jasper s'agenouilla à côté de la fillette, frappé par son sang-froid. La plupart des enfants auraient crié ou pleuré après une telle épreuve, mais celle-ci parlait avec le calme et l'autorité de quelqu'un de beaucoup plus âgé. « Comment t'appelles-tu, petite? »« Rosie », répondit-elle sans quitter des yeux la femme blessée. « Rosie Fletcher. Ce sont mes tuteurs, ou du moins, ils étaient censés l'être. Nous étions en route pour la Californie, afin de rendre visite à ma famille. »« Eh bien, Rosie Fletcher, tu t'es très bien occupée d'eux, dit Jasper doucement. Mais nous devons mettre tout le monde à l'abri avant que ce froid ne cause davantage de dégâts. Peux-tu marcher? » Elle acquiesça, mais il pouvait voir qu'elle tremblait malgré son courage. « Je peux marcher, mais Madame Davidson ne le peut pas. » Elle dit des choses étranges et sa peau est brûlante. Jasper eut le cœur serré. Il reconnut les symptômes. Une blessure à la tête combinée à un état de choc et à l'exposition au froid. La femme risquait de ne pas survivre, même avec des soins appropriés. Et ici, en pleine nature, les soins appropriés se limitaient à ce qu'ils pouvaient lui prodiguer avec le contenu de l'ancienne trousse à pharmacie de Sarah. « Wyatt, Liam, aidez-moi à porter M. Patterson, ordonna-t-il. Nous reviendrons chercher la femme. Rosie, reste près de moi. » Le trajet de retour jusqu'à la cabane dura 20 minutes qui semblèrent durer des heures. M. Patterson perdait et reprenait conscience, marmonnant à propos d'affaires importantes à Denver et demandant sans cesse où était sa sacoche en cuir. Madame Davidson était dans un état pire encore. Sa respiration était saccadée et sa fièvre montait malgré le froid. Les garçons McKinnon regardaient, les yeux écarquillés. Leur père portait les étrangers blessés dans leur maison. Owen et Noah avaient vidé la pièce principale comme on leur avait demandé, poussant les meubles pour faire de la place, tandis que Logan restait près du feu, les yeux écarquillés comme ceux d'un enfant fasciné, observant quelque chose à la fois excitant et effrayant. Mais c'est Rosie qui prit les choses en main. Sans qu'on le lui demande, elle aida Jasper à installer les passagers blessés sur des lits de fortune près de la cheminée. Elle alla chercher de l'eau propre et des bandes de tissu pour faire des bandages. Lorsque Mme Davidson se mit à pleurer son défunt mari, Rosie lui prit la main et lui parla d'une voix apaisante, lui promettant des jours meilleurs. Rosie a pris la main de la vieille dame et lui a parlé d'une voix apaisante, lui promettant des jours meilleurs. Lorsque M. Patterson s'est plaint d'avoir soif, elle était là avec un verre d'eau et des mots d'encouragement. Les guéos. « Garçon, voici Rosie », a dit Jasper pendant un moment de calme. « Elle restera avec nous jusqu'à ce que la tempête passe et que nous sachions quoi faire ensuite. » Les garçons McKinnon observèrent leur invité inattendu avec la méfiance de jeunes animaux, découvrant quelque chose de nouveau sur leur territoire. Wyatt croisa les bras et prit un air renfrogné. Liam la regarda par-dessus son livre préféré. Owen chuchota quelque chose à Noah qui les fit tous deux rire nerveusement.
Logan se contenta de la fixer avec la curiosité ouverte d'un enfant de 6 ans qui n'avait pas encore appris à cacher ses pensées. Rosie soutint calmement leur regard, sans chercher à se faire accepter ni à fuir leur examen. « Merci de nous aider, dit-elle à chacun des garçons à tour de rôle. Je sais que nous vous causons des ennuis. Ce n'est pas grave, répondit Jasper, bien qu'il puisse voir les questions se former dans les yeux de son fils. Combien de temps allait-elle rester? Qu'allait-il arriver à ses tuteurs? Où allait-elle dormir? Que mangerait-elle? Les mêmes questions qui occupèrent son propre esprit, accompagnées d'une pensée plus troublante encore. Depuis combien de temps leur cabane n'avait-elle pas entendu une voix qui n'appartenait pas aux hommes Mackinnon? À l'approche du soir, l'état de Mme Davidson s'aggrava. Sa fièvre monta en flèche et elle se mit à parler à des personnes qui n'étaient pas là. Son mari décédé depuis longtemps, les enfants qu'elle n'avait jamais eus, des souvenirs qui semblaient se confondre dans son délire. Rosie restait à ses côtés, lui aspergeant le front d'eau fraîche et lui murmurant des mots doux pour la réconforter. M. Patterson se portait un peu mieux, même si son bras était clairement cassé et qu'il restait pâle. Il somnolait par intermittence, demandant parfois des nouvelles de ses affaires ou du papier pour écrire des lettres importantes. « Est-ce qu'ils vont s'en sortir? » demanda Liam à voix basse, debout à côté de Jasper, tandis qu'il regardait Rosie s'occuper de leurs invités inattendus. Jasper envisagea de mentir, d'offrir le genre de faux réconfort que les adultes donnaient parfois aux enfants pour leur épargner les dures vérités. Mais quelque chose chez la petite fille sérieuse qui travaillait si compétemment à ses côtés lui suggérait que l'honnêteté serait peut-être plus utile que la gentillesse. « Je ne sais pas, mon garçon, admit-il. Madame Davidson est très malade et nous sommes loin de tout médecin compétent. Nous ferons de notre mieux, mais parfois, cela ne suffit pas. » Liam acquiesça solennellement, acceptant la dure réalité avec la résignation d'un garçon qui avait déjà appris que la vie n'offrait pas toujours des fins heureuses. À la tombée de la nuit, alors que la tempête continuait de s'abattre sur la montagne, la cabane des Mackinnon accueillait plus de personnes qu'elle n'en avait vues depuis les funérailles de Sarah. 3 ans plus tôt, Rosie aida à servir un dîner simple composé de haricots réchauffés et de pain de la veille, se déplaçant silencieusement entre les adultes blessés et les garçons curieux avec une efficacité qui semblait impossible pour quelqu'un d'aussi jeune. Lorsque Logan renversa son lait et se mit à pleurer, elle nettoya sans le gronder. Lorsque Owen la testa en faisant un commentaire délibérément grossier sur les étrangers qui mangeaient leur nourriture, elle se contenta de sourire et lui offrit la plus grande portion. Lorsque Wyatt la regarda avec la suspicion hostile d'un garçon protégeant son territoire, elle acquiesça respectueusement et lui laissa de l'espace. Jasper se surprit à l'observer avec un étonnement croissant. Où cet enfant avait-elle appris un tel sang-froid? Comment quelqu'un d'aussi jeune avait-il développé l'instinct de prendre soin des autres avant lui-même? Et pourquoi sa présence dans son foyer chaotique rendait-elle tout plus facile à gérer? Comme si son calme et sa certitude étaient contagieux. Alors que la famille s'installait pour la nuit, les adultes dormant près du feu et les garçons dans leurs lits habituels, Jasper réalisa que pour la première fois en 3 ans, la cabane semblait pleine plutôt que vide. Cette sensation était à la fois réconfortante et terrifiante, rappelant ce qu'ils avaient perdu, mais aussi laissant entrevoir ce qu'ils pourraient encore retrouver. L'aube apporta un calme trompeur à la montagne, même si la neige continuait de tomber en rideaux réguliers et silencieux qui ne laissaient présager aucune fin rapide à leur isolement. Jasper se réveilla et trouva Mme Davidson brûlante de fièvre, respirant difficilement et superficiellement. M. Patterson semblait aller un peu mieux, même s'il se plaignait amèrement de la douleur dans son bras cassé et ne cessait de demander du Lord M qu'il n'avait pas. C'est l'odeur d'un vrai petit déjeuner qui fit comprendre à Jasper que quelque chose avait changé. Un vrai petit déjeuner et non le chaos habituel de porridge brûlé ou d'œufs à moitié cru qui caractérisait la plupart des matins chez les Mackinnon. L'arôme du bacon cuit à point et de ce qui semblait être des pancakes comestibles flottait dans la cuisine, accompagné du bruit de quelqu'un s'affairant discrètement parmi les casseroles et les poêles. Rosie se tenait devant la cuisinière, ses cheveux noirs soigneusement tressés dans le dos, et sa robe déchirée recouverte d'un vieux tablier de Sarah qui lui arrivait presque aux chevilles. Elle travaillait avec l'efficacité méthodique de quelqu'un qui avait appris à cuisiner par nécessité plutôt que par plaisir. Elle retournait des pancakes dorés
et remuait une casserole dont l'odeur ressemblait à celle de vrais flocons d'avoine, et non à celle du mélange grumeleux que les garçons devaient généralement avaler. « Bonjour », dit-elle sans se retourner, comme si elle sentait sa présence. La fièvre de Madame Davidson a augmenté, mais elle a bu un peu d'eau il y a environ 1 heure. Monsieur Patterson s'est réveillé en demandant du café. Je lui en ai donc préparé. Jasper regarda fixement la fillette qui ne pouvait pas avoir plus de 9 ans, mais qui parlait avec l'autorité calme d'une infirmière chevronnée. « Où as-tu appris à cuisiner comme ça? »« Ma maman m'a appris avant de mourir, » répondit simplement Rosie, en glissant des crêpes parfaites dans une assiette. Après ça, il n'y avait plus que mon papa et moi pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il tombe malade lui aussi. J'ai dû apprendre vite, sinon nous serions morts de faim. La façon dont elle parlait de la perte et de la responsabilité avec tant de naturel serra le cœur de Jasper. Cet enfant avait déjà affronté plus d'épreuves que la plupart des adultes. Pourtant, elle travaillait sans se plaindre ni s'apitoyer sur son sort, concentrée uniquement sur la tâche à accomplir. Les garçons sortirent de leur lit les uns après les autres, attirés par l'odeur inédite de nourriture comestible. Ils se rassemblèrent autour de la table avec la méfiance d'animaux approchant une source d'eau inconnue, incertains de pouvoir faire confiance à cette manne. Elle utilise les affaires de Mars, marmonna Wyatt, en désignant du menton le tablier et la poêle en fonte, qui faisaient la fierté de Sarah. Sa voix portait d'une accusation qui rendit l'atmosphère de la cabane soudainement tendue. Rosie se détourna de la cuisinière, ses yeux bruns rencontrant le regard hostile de Wyatt sans broncher. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « J'aurais dû demander la permission. Je pensais juste qu'avec les malades et tout ça, quelqu'un devait préparer un vrai repas. » Wyatt, la voix de Jasper était empreinte d'avertissement, même s'il comprenait la réaction de son fils aîné. C'étaient les affaires de Sarah, les reliques sacrées de la femme qui avait fait de leur maison un foyer. Les voir utilisées par une étrangère était comme une nouvelle petite trahison, un poste de plus qui les éloignait de la mère qu'ils pleuraient encore. Mais Rosie avait déjà détaché le tablier, le pliant soigneusement avant de le mettre de côté. « Je peux cuisiner sans, » dit-elle simplement. Je ne voulais pas manquer de respect. Owen, toujours le premier à tester les limites, prit la parole avec une grossièreté délibérée. « Pourquoi ne vas-tu pas manger avec les autres étrangers au lieu de nous déranger? Nous n'avons pas besoin d'une fille qui pense pouvoir prendre le contrôle de notre cuisine. » Rosie encaissa l'insulte sans réaction visible, bien que Jasper ait aperçu une brève lueur de douleur dans ses yeux avant qu'elle ne se retourne vers la cuisinière. « Tu as raison, dit-elle d'un ton calme. C'est votre maison, et je vous suis reconnaissante de me laisser rester jusqu'à ce que la tempête passe. » La dignité tranquille de sa réponse fit paraître la méchanceté d'Owen mesquine et enfantine. Liam lança à son frère un regard désapprobateur, tandis que Noah se tortillait inconfortablement sur sa chaise. Même Logan, trop jeune pour comprendre toute la dynamique, semblait percevoir l'injustice des paroles d'Owen. C'est alors que Rosie fit quelque chose qui allait intriguer les garçons McKinnon pendant plusieurs jours. Au lieu de riposter ou de bouder, elle servit simplement à Owen la plus grande portion de pancakes et le bacon le plus croustillant, posant son assiette devant lui avec la même douceur qu'elle avait montrée aux étrangers blessés. « Mangez, » dit-elle doucement. « Les garçons en pleine croissance ont besoin de force. » Owen fixa son assiette, la confusion remplaçant l'hostilité. D'après son expérience, la grossièreté entraînait des punitions ou de la colère, pas de la gentillesse. Il prit sa fourchette avec hésitation, comme si la nourriture pouvait être empoisonnée par sa propre méchanceté. Après le petit déjeuner, tandis que les garçons accomplissaient leurs tâches matinales habituelles avec une efficacité inhabituelle, peut-être motivée par la nouveauté d'avoir mangé de la vraie nourriture, Rosie s'occupa de Mme Davidson et de M. Patterson avec la patience d'une personne beaucoup plus âgée. Elle baigna le front brûlant de la vieille femme et l'aida à boire de petites gorgées d'eau. Elle confectionna une meilleure écharpe pour M. Patterson. Armand écouta ses plaintes décousues avec une attention polie. C'est en nettoyant le petit déjeuner qu'elle découvrit le livre de recettes de Sarah. Le livre relié en cuir était rangé au fond d'un placard de cuisine caché derrière des conserves et des provisions oubliées. Rosie le trouva par hasard en cherchant des torchons propres. C'est en faisant la vaisselle qu'elle découvrit le livre de recettes de Sarah. Le recueil relié en cuir était rangé au fond d'un placard de cuisine, caché derrière des conserves et des provisions oubliées. Rosie le trouva par hasard en cherchant des torchons propres.
Mais lorsqu'elle ouvrit la couverture et vit l'écriture soignée à l'intérieur, elle comprit immédiatement ce qu'elle tenait entre ses mains. Madame Sarah McKinnon lut-elle à haute voix l'inscription sur la première page, ses conseils de cuisine et ses recettes familiales. Jasper leva les yeux alors qu'il était en train d'examiner les passagers blessés. La vue de cette couverture en cuir marron familière entre les mains d'une inconnue le frappa comme un coup physique. Il n'avait pas revu le livre depuis la mort de Sarah et en avait oublié l'existence jusqu'à cet instant. « Je suis désolé », dit rapidement Rosie en voyant son expression. « Je cherchais juste des torchons. Je vais le remettre à sa place. »« Non ?» dit Jasper, se surprenant de lui-même. Sarah aurait voulu qu'on s'en serve. Elle disait toujours que les recettes étaient faites pour cuisiner, pas pour prendre la poussière. En vérité, revoir ce livre lui rappelait des souvenirs qu'il avait évités jusqu'à présent. Sarah se penchait sur la table de la cuisine, notant soigneusement les instructions de sa mère pour faire du pain ou testant de nouvelles recettes apprises auprès de ses voisins. Elle rêvait de transmettre un jour ces recettes à ses belles-filles, d'enseigner à ses petites-filles les secrets d'une bonne cuisine et d'un bon ménage. Rosie manipulait le livre avec un soin respectueux, tournant lentement les pages tout en étudiant l'écriture soignée et les notes en marge. Elle écrivait sur bien plus que la cuisine, observa-t-elle. Regarde ici, le plat préféré de Noah quand il ne se sent pas bien, à côté de la recette de la soupe au poulet. Et ici, Wyatt aime ajouter un supplément de mélasse dans son pain de maïs. Chaque entrée révélait l'attention que Sarah portait aux préférences individuelles de sa famille, son désir de nourrir et de prendre soin de chacun à sa manière. Jasper avait oublié à quel point elle connaissait les goûts et les aversions de chacun de ses fils, comment elle adaptait même les repas les plus simples pour leur montrer son amour. Est-ce que je pourrais utiliser certaines de ces recettes? Demanda Rosie avec hésitation. Juste pendant que je suis ici, je promets de faire attention au livre. Jasper se surprit à acquiescer avant même d'avoir pris consciemment cette décision. Sarah aurait aimé ça, dit-il, et il se rendit compte que c'était vrai. Sa femme avait toujours été généreuse de ses connaissances, toujours prête à partager ses astuces de cuisine avec ses voisins ou à enseigner aux jeunes femmes les compétences domestiques que leur propre mère ne leur avait pas transmises. Pendant le reste de la matinée, Rosie étudia le livre de recettes comme une érudite, examinant un texte précieux. Elle posa des questions réfléchies sur les ingrédients et les techniques, montrant un respect sincère pour la sagesse qu'il contenait. À l'heure du déjeuner, elle prépara un repas simple mais nourrissant qui, d'une manière ou d'une autre, avait exactement le même goût que ce que Sarah aurait pu préparer, non pas parce qu'elle avait copié une recette spécifique, mais parce qu'elle avait absorbé l'esprit de soin et d'attention qui imprégnait chaque page. Les garçons mangèrent dans un silence inhabituel, sentant peut-être que quelque chose d'important se passait, mais sans vraiment comprendre quoi. Même l'hostilité de Wyatt semblait atténuée, remplacée par une conscience confuse que cette étrange jeune fille leur rappelait en quelque sorte quelque chose qu'ils pensaient avoir perdu à jamais. Alors que la neige continuait de tomber derrière leurs fenêtres, la cabane des McKinnon semblait différente de ce qu'elle avait été pendant 3 longues années, plus chaleureuse en quelque sorte, plus comme un foyer et moins comme un endroit où 6 personnes survivaient simplement ensemble jusqu'à la fin d'une autre journée. La tempête fit rage pendant 3 jours supplémentaires, comme si la montagne avait décidé de tester la détermination de chacun. La neige s'accumula contre les fenêtres de la cabane jusqu'à ce que le monde extérieur devienne un mur blanc, les piégeant tous dans le cocon chaleureux de la lumière du feu et de l'intimité forcée. La 2e nuit, Mme Davidson s'éteignit paisiblement dans son sommeil, sa respiration laborieuse s'arrêtant enfin, tandis que Rosie lui tenait la main et lui murmurait des mots doux et réconfortants. Ils l'enterrèrent le lendemain matin dans une tombe. Jasper et Wyatt creusèrent dans le sol gelé derrière la cabane, marquant l'endroit d'une simple croix en bois qui devrait servir jusqu'à ce que le printemps apporte la possibilité d'une pierre tombale appropriée. M. Patterson pleura ouvertement lors de la cérémonie simple, qualifiant Mme Davidson de sa plus chère amie et déplorant que son voyage se soit terminé si loin de chez elle. Rosie resta silencieuse pendant la brève cérémonie, sa petite main posée sur l'épaule de Logan, le plus jeune des garçons McKinnon, qui posait des questions innocentes sur l'endroit où Mme Davidson était partie. Elle lui répondit avec la même douce honnêteté qu'elle apportait à tout le reste. Parlant de repos et de paix d'une manière qui réconfortait sans effrayer, « Elle ne souffre plus.
lui dit Rosie alors qu'il retournait à la cabane. Parfois, c'est la chose la plus gentille qui puisse arriver à quelqu'un qui a suffisamment souffert. Jasper se surprit à la regarder avec un étonnement croissant. Où cet enfant avait-elle appris une telle sagesse sur la perte et l'acceptation? Comment quelqu'un d'aussi jeune avait-il développé la capacité de réconforter les autres tout en portant son propre chagrin si discrètement? Ce soir-là, alors que M. Patterson somnolait par intermittence près du feu et que les garçons jouaient tranquillement aux dames, Rosie s'approcha de Jasper avec une expression hésitante. « Je peux te poser une question? » Il acquiesça, mettant de côté le harnais qu'il était en train de réparer à la lumière de la lampe. « Madame Davidson et M. Patterson n'étaient pas vraiment mes tuteurs, dit-elle doucement, jetant un coup d'œil vers l'homme endormi. Je veux dire, ils étaient censés l'être, mais nous venions seulement de nous rencontrer à la gare routière de Denver. Mes vrais tuteurs sont morts dans un incendie il y a 3 semaines, et j'allais être envoyé chez ma grand-tante en Californie. Mais je ne pense pas, dit-elle en marquant une pause, choisissant ses mots avec soin. Je ne pense pas que M. Patterson soit en mesure de s'occuper de qui que ce soit pour le moment. Il est blessé et effrayé, et il ne cesse de parler de reprendre ses affaires à Denver. Jasper sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. « Que veux-tu dire, mon enfant? Je veux dire que je ne pense pas avoir d'endroit où aller quand cette tempête sera terminée. » répondit Rosie avec le courage pragmatique qui semblait caractériser tout en elle. « Et je voulais que vous le sachiez, afin que vous puissiez décider quoi faire de moi. » La simple honnêteté de ces mots frappa Jasper plus durement que n'importe quelle larme ou supplication. Voici une fillette de 9 ans qui discutait calmement de son avenir incertain, comme s'il s'agissait simplement d'un autre problème à résoudre, comme trouver comment faire durer les provisions alimentaires ou maintenir le feu allumé toute la nuit. Avant qu'il n'ait pu répondre, Owen apparut aux côtés de Rose avec une feuille de papier couverte de dessins soignés. « Regarde ce que j'ai fait », annonça-t-il, son hostilité précédente remplacée par la fierté enthousiaste d'un garçon montrant son meilleur travail. Les dessins étaient en fait assez bons. Des croquis détaillés de chevaux et de montagnes, d'arbres et d'oiseaux, tous réalisés avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui avait passé des heures à étudier le monde qui l'entourait. Rosie examina chaque image avec un intérêt sincère, posant des questions sur les sujets et louant les détails artistiques. « Tu es vraiment doué, » dit-elle à Owen. Et le garçon de 10 ans rayonna littéralement sous son approbation. « Mon papa dessinait comme ça. Il disait que l'art était juste une autre façon de prêter attention au monde. » Owen sourit et partit en courant montrer ses dessins à ses frères, laissant Jasper et Rosie seuls à nouveau. Mais leur conversation fut interrompue par Noah, qui apparut les larmes coulant sur son visage et la lèvre inférieure tremblant sous des sanglots à peine contenus. « Qu'est-il arrivé à maman? » demanda-t-il. La question jaillit de lui comme de l'eau d'un barrage brisé. J'essaie sans cesse de me souvenir de son visage, mais je n'arrive plus à le voir. Et si je l'oubliais complètement? Jasper sentit sa gorge se serrer. C'était de la conversation qu'il redoutait depuis 3 ans, celle qu'il avait évitée en restant occupé et en gardant ses émotions enfouies. Comment expliquer la mort et la perte à un enfant de 8 ans alors qu'il n'arrivait toujours pas à les comprendre lui-même? Mais Rosie s'agenouilla à la hauteur de Noah, le regard doux mais sérieux. « Oublier à quoi ressemblait quelqu'un ne signifie pas que tu l'as oublié, » dit-elle doucement. « L'amour vit dans des endroits différents de la mémoire. Il vit dans la façon dont ta maman t'a appris à être gentil, dans la chanson qu'elle chantait et dont tu te souviens encore, dans la façon dont tu prends soin de ton petit frère quand il a peur. » Noah s'essuya le nez sur sa manche. « Je réfléchis à tout ça. Mais je veux revoir son visage. »« Alors trouvons-le, » dit simplement Rosie. Elle leva les yeux vers Jasper. « Avez-vous une photo d'elle? Quelque chose qui pourrait aider Noah à se souvenir. » Jasper eut la gorge serrée. Il avait des photos, toute une collection dans une boîte sous son lit, avec les lettres de Sarah et les quelques objets précieux qu'il avait conservés de leur vie commune. Mais il ne les avait pas regardés depuis les funérailles, incapable de supporter la douleur de voir son visage et de savoir qu'elle ne lui sourirait plus jamais. Puis Noah le regarda avec des yeux pleins d'espoir. « Tu as des photos de maman? » Le silence s'étira entre eux, chargé du poids du chagrin et de la possibilité d'une guérison. Finalement, Jasper se leva et se dirigea vers sa chambre. Il revint avec une petite boîte en bois qu'il posa délicatement sur la table. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu doux,
se trouvait une photo prise le jour de leur mariage, 15 ans plus tôt. Sarah se tenait à ses côtés dans sa plus belle robe, les cheveux soigneusement coiffés, les yeux brillants de bonheur. Elle semblait si jeune, si pleine de vie et d'espoir que revoir son visage fut comme un coup de poing. Mais le cri de reconnaissance de Noah fit oublier la douleur. « C'est elle », murmura-t-il en touchant doucement le verre. « C'est exactement comme ça que je me souviens d'elle, souriante. » Les autres garçons se rassemblèrent autour de la photo, chacun y trouvant quelque chose de différent. Wyatt y vit la force qui avait permis à leur famille de traverser les moments difficiles. Liam remarqua l'intelligence dans ses yeux qui avait fait d'elle une enseignante si patiente. Owen souligna les rides d'expression qui s'étaient informées au fil des années passées à trouver de la joie dans les choses simples. Et Logan, qui avait à peine 3 ans lorsqu'elle est décédée, regardait simplement avec émerveillement le visage de la femme qui lui avait chanté des berceuses. Il s'en souvenait encore dans ses rêves. « Elle était belle », dit Rosie doucement. Et il n'y avait aucune jalousie dans sa voix, seulement une sincère admiration pour la femme qui avait aimé ses garçons avant tout le monde. Cette nuit-là, après que les garçons se furent couchés et que M. Patterson eut sombré dans son sommeil agité habituel, Jasper se retrouva assis près du feu, avec son couteau à sculpter et un morceau de boisse de pain. Ses mains bougeaient presque sans qu'il y pense, sculptant des formes et des détails avec l'habileté qui l'avait autrefois rendu fier. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Rosie en s'installant à côté de lui, un morceau de tissu à raccommoder dans les mains. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, » répondit-il, sans être tout à fait sûr lui-même de ce qui prenait forme sous sa lame. Les garçons adoraient les petits animaux que je sculptais pour eux quand ils étaient petits. J'ai arrêté de faire ce genre de choses après la mort de Sarah. Cela me semblait futile alors que nous essayions simplement de survivre. Rosie acquiesça pensivement. Mon papa disait que créer de belles choses n'était jamais futile. Il disait que c'était une façon pour les gens de montrer leur amour en prenant le temps de créer quelque chose de spécial, simplement parce que cela pouvait apporter de la joie. Ils travaillèrent ensemble dans un silence confortable. Les seuls bruits étaient le crépitement du feu et le doux murmure de la neige contre les fenêtres. Pour la première fois depuis des années, la cabane semblait paisible plutôt que simplement calme, remplie de la présence de personnes qui apprenaient à prendre soin les unes des autres plutôt que de simplement endurer ensemble. Lorsque Jasper leva les yeux de sa sculpture, il vit que Rosie l'observait avec une expression qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Qu'y a-t-il, mon enfant? » « Je me disais simplement, dit-elle doucement, que c'est ainsi que devrait être une famille. Des gens qui prennent soin les uns des autres, partagent des souvenirs, améliorent des choses ensemble. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés d'un poids et d'une possibilité qui le réjouissait et le terrifiait à la fois. Car elle avait raison, cela ressemblait à une famille, et cela l'effrayait plus que n'importe quelle tempête de montagne. L'équipe de secours avait 3 jours de retard, retardée par une nouvelle vague de tempête qui semblait déterminée à maintenir le col fermé jusqu'à ce que l'hiver décide de relâcher son emprise. La nouvelle était enfin parvenue à la colonie que la diligence de Denver était en retard et qu'une équipe de recherche serait organisée dès que le temps le permettrait. M. Patterson s'inquiétait constamment pour ses affaires et les documents importants qu'il avait perdus dans l'accident. Mais Jasper se surprit à espérer que les secours tarderaient encore plus longtemps. Pendant ces jours supplémentaires d'isolement, quelque chose de remarquable commença à se produire dans la cabane des McKinnon. Rosie avait découvert la Bible de Sarah parmi les livres sur l'étagère, sa couverture en cuir usée par des années d'utilisation. Les pages étaient remplies de fleurs pressées que Sarah avait cueillies lors de ses promenades en montagne et des notes manuscrites soignées dans la marge indiquaient ses passages préférés et ses souvenirs de famille. « Votre maman a écrit à propos de chacun d'entre vous ici », dit Rosie au garçon un soir, installé dans le vieux fauteuil à bascule de Sarah, le lourd livre posé sur ses genoux. « Écoutez ça. Wyatt a fait ses premiers pas aujourd'hui, marchant droit vers la Bible, comme s'il savait que c'était quelque chose d'important. » Jasper dit, « Notre fils sera pasteur, mais je pense qu'il deviendra tout ce qu'il décidera de devenir, car il a l'entêtement des McKinnon et le bon sens de sa maman. » Wyatt s'agita mal à l'aise en entendant la voix de sa mère à travers les mots de Rose, mais ses yeux restèrent fixés sur la Bible, comme s'il pouvait voir le souvenir se dérouler sur ses pages. « En voici un sur Liam.
continua Rosie. Aujourd'hui, Liam a lu tout seul son premier livre en entier. Il n'a que 4 ans, mais il est avide d'histoire et d'apprentissage. Je prie pour que nous puissions lui donner toute l'éducation que son esprit brillant mérite, même ici, dans notre maison de montagne. Soir après soir, Rosie lisait à haute voix ses histoires familiales intimes, ramenant la voix de Sarah dans la cabane d'une manière qui semblait apaisante plutôt que douloureuse. Elle lut les premiers essais de dessin d'Owen, qui capturaient des papillons sur le papier avec des crayons émoussés, la douceur de Noah avec les animaux blessés, comment il avait passé 3 jours à soigner un oisillon pour le remettre sur pied, le rire contagieux de Logan quand il était petit, comment il pouvait faire sourire n'importe qui, même dans les jours les plus sombres. Les garçons ont commencé à se souvenir de leur mère, non seulement comme l'ange qu'ils avaient perdu, mais aussi comme la femme réelle qui les avait aimés chaque jour de 1000 petites façons. Ils ont commencé à partager leurs propres souvenirs, des histoires que Jasper ne les avait pas entendues raconter depuis 3 ans. Maman chantait pendant qu'elle cuisinait. Noah se souvenait de différentes chansons pour différents plats. Elle disait que la musique rendait tout plus savoureux. Elle gardait mes dessins dans une boîte spéciale. Owen a ajouté, « Même les mauvais, elle disait que chaque dessin était important parce qu'il montrait comment j'apprenais à voir le monde. Elle me laissait l'aider à lire les recettes, dit Liam doucement. Elle m'a appris des mots compliqués en les utilisant dans la cuisine. J'ai appris cannelle et mélasse avant d'apprendre chat et chien. Ces conversations avaient souvent lieu le soir, lorsque la famille se réunissait autour du feu, et la présence discrète de Ross semblait mettre les garçons en confiance pour ouvrir leur cœur. Jasper s'est retrouvé à participer lui aussi, partageant des souvenirs qu'il avait gardés secrets depuis la mort de Sarah. « Votre mère avait une voix magnifique, a-t-il dit à ses fils. Elle pouvait faire sonner les hymnes comme des labis et les chants de travail comme des prières. Elle chantait pendant qu'elle faisait la lessive, et j'arrêtais tout ce que je faisais juste pour l'écouter. Mais c'est Wyatt qui a le plus surpris tout le monde lorsqu'il a finalement craqué et exprimé sa peur la plus profonde. « J'ai peur de devenir quelqu'un qu'elle n'aimerait pas », avoua-t-il un soir, la voix de ses 14 ans se brisant sous le poids de l'émotion. « Je suis en colère depuis si longtemps, je dis des choses méchantes, je cherche la bagarre, et j'agis comme si je me fichais de tout le monde. Et si elle pouvait me voir maintenant et que je la décevais? » La question flottait dans l'air comme la fumée d'un feu, chargée de tout le poids de la culpabilité et du chagrin d'un jeune homme. Rosie posa la Bible et regarda Wyatt avec toute l'attention que ses paroles méritaient. « Ta maman t'aimait quand tu étais gentil et quand tu étais difficile, dit-elle doucement. L'amour ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un meurt, et être en colère ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela fait simplement de toi un être humain. Ta maman comprendrait que sa perte soit parfois trop douloureuse pour être exprimée avec des mots. » Wyatt s'essuya les yeux avec le dos de la main, gêné par ses larmes, mais soulagé d'avoir enfin exprimé ses craintes à voix haute. « Je veux juste être le genre d'homme dont elle serait fière. Mais je ne sais pas comment arrêter d'être en colère tout le temps. » « Peut-être, suggéra Rosie doucement, pourrais-tu commencer par être en colère contre les bonnes choses? Sois en colère contre les maladies qui emportent les mères trop tôt. Sois en colère contre les accidents qui laissent des enfants orphelins. Sois en colère contre l'injustice et la cruauté. Mais ne sois pas en colère contre tes frères parce qu'elle leur manque, ni contre ton père parce qu'il est en deuil, ni contre toi-même parce que tu es humain. » Jasper regarda cette fillette de 9 ans qui parlait avec la sagesse de quelqu'un qui avait lutté contre son propre chagrin et qui avait trouvé la paix de l'autre côté. Comment avait-elle appris à transformer la douleur en compassion plutôt qu'en amertume? Les changements dans son foyer n'étaient pas seulement émotionnels. Rosie avait discrètement mis en place des routines qui apportaient de l'ordre dans leur chaos quotidien. Les repas étaient servis à des heures régulières, préparés avec soin et servis dans des assiettes propres. Les vêtements étaient lavés et raccommodés au lieu d'être simplement portés jusqu'à ce qu'ils tombent dans l'embeau. La cabane elle-même recommençait à ressembler à un foyer avec des fleurs fraîches dans des vases quand le temps le permettait, des rideaux bien suspendus et des sols qui ne craquaient pas sous les traces de saleté. Mais elle accomplissait tout cela sans donner l'impression de prendre le contrôle ou d'écarter qui que ce soit. Au contraire, elle invitait les garçons à l'aider, leur enseignant des compétences que leur mère leur aurait transmises si elle avait vécu.
Liam apprit à lire les recettes à haute voix pendant qu'elle cuisinait. Owen aidait à raccommoder, son œil artistique étant utile pour assortir les couleurs des fils et créer des pièces propres. Noah devint son assistant pour s'occuper de M. Patterson, apprenant les bases des soins infirmiers par la pratique en douceur. Même Logan contribuait en mettant la table et en rangeant ses quelques possessions avec une nouvelle fierté. « Tu es doué pour ça », lui dit Jasper un matin, alors qu'il la regardait guider Noah pour changer les bandages de M. Patterson. « Prendre soin des gens. Je veux dire, ça te vient naturellement. » Rosie interrompit son travail, réfléchissant à ses paroles. « Je pense que c'est peut-être parce que je sais ce que c'est que d'avoir besoin qu'on s'occupe de soi, » dit-elle finalement. Quand on a peur et qu'on est seul, on se souvient de ce que l'on ressent quand quelqu'un nous offre sa gentillesse. Cet après-midi-là, pendant que les garçons travaillaient sur leurs différents projets et que M. Patterson somnolait près du feu, Jasper se retrouva dans son atelier pour la première fois depuis des mois. Le petit bâtiment derrière la cabane était devenu un espace de stockage pour les outils qu'il n'utilisait plus et les projets qu'il avait abandonnés lorsque la survie était devenue plus importante que la création. Mais aujourd'hui, avec les paroles de Ross sur la gentillesse qui résonnaient dans son esprit, il se mit à travailler sur quelque chose de nouveau. Pas seulement du travail de sculpture cette fois-ci, mais de la vraie menuiserie, mesurant, coupant et assemblant des pièces avec le savoir-faire que son père lui avait enseigné et qu'il avait appris à perfectionner par lui-même. Quand Rosie le trouva là 1 heure plus tard, la barbe couverte de chure et concentrée sur son travail, elle sourit en voyant cet homme qui redécouvrait sa raison d'être. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» demanda-t-elle, comme elle l'avait fait lorsqu'il sculptait. « Un vrai lit », répondit-il sans lever les yeux de son travail. « Tu dors sur cette paillasse de fortune depuis ton arrivée. » Je me suis dit qu'il était temps que quelqu'un dans cette famille se souvienne comment prendre soin de ses invités. Le mot lui échappa avant qu'il ne puisse l'arrêter. Famille, comme si quelque part dans son cœur, il avait déjà commencé à la considérer comme plus qu'une visiteuse temporaire attendant d'être secourue. La décision avait mûri dans l'esprit de Jasper, comme une graine prenant racine dans un sol fertile. Et lorsque l'équipe de secours apparut à l'horizon, il savait ce qu'il devait faire. La question était de savoir s'il avait le droit de demander cela à une enfant qui avait déjà tant perdu. « Rosie », dit-il doucement ce soir-là, alors qu'elle l'aidait à terminer le petit lit qu'il était en train de construire dans son atelier. « Je peux te parler d'une chose importante ?» Elle leva les yeux de son travail, où elle ponçait le bois avec du papier de verre fin, ses yeux bruns sérieux et attentifs. « Bien sûr, les sauveteurs seront là demain, très probablement. Ils voudront te ramener à Denver pour décider de ce qu'ils vont faire de toi. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Mais j'ai réfléchi, et si tu n'avais pas à partir? »« Que veux-tu dire? » Jasper posa son rabot et se tourna vers elle. « Je veux dire, et si tu restais ici avec nous pour de bon? Je pourrais t'adopter légalement, faire de toi une véritable Mackinnon. » Les mots restèrent suspendus entre eux dans la lumière de la lampe, plus lourds que tous les meubles qu'il avait jamais construits. Rosie le fixa longuement, le visage impassible. « Tu voudrais que je reste? » demanda-t-elle finalement, d'une voix très faible. « Ma fille, ces dernières semaines, tu as ramené dans cette maison quelque chose que je croyais perdu à jamais. Tu as aidé mes garçons à se rappeler comment être une famille plutôt qu'un simple groupe de personnes vivant sous le même toit. Tu m'as montré que je n'avais peut-être pas à porter tout ce chagrin seul. » Il passa la main dans ses cheveux, cherchant les mots pour exprimer des sentiments qu'il avait enfouis depuis trop longtemps. « Mais plus que cela, tu as ta place ici. Tu t'intègres à nous d'une manière qui semble juste, naturelle et bonne. » Les yeux de Ross se remplirent de larmes, mais elle essaya de les retenir. « Et si je causais trop de problèmes? Et si les garçons en avaient assez de partager leur papa avec quelqu'un qui n'est pas vraiment leur sœur? Et si tu décidais que tu avais fait une erreur? » La peur dans sa voix brisa le cœur de Jasper. Voici une enfant qui avait appris à ne pas croire aux bonnes choses, qui s'attendait à être abandonnée même lorsqu'on lui offrait de l'amour. « Rosie Fletcher, » dit-il fermement, « il n'y a pas une seule personne dans cette cabane qui ne te considère comme une bénédiction. Et quant à faire vraiment partie de la famille, ce n'est pas le sang qui fait la famille, c'est l'amour. C'est le choix. C'est la décision de rester ensemble dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Mais il y a des complications, dit Rosie, sa nature pragmatique prenant le dessus malgré ses émotions.
des complications juridiques. Je n'ai plus de papier en règle et tu n'es pas de ma famille. Et si la loi dit que tu ne peux pas me garder? Jasper avait été confronté aux mêmes préoccupations. Nous trouverons une solution. Il doit y avoir un moyen de rendre cela légal et en règle. Et s'il n'y en a pas, eh bien, nous trouverons une solution à cela aussi. Le fait est que je te demande si tu veux rester. Si tu veux être ma fille et leur sœur pour de vrai. Avant que Rosie n'ait pu répondre, la porte de l'atelier s'ouvrit brusquement et Wyatt entra en titubant, suivi de ses 4 frères. Ils avaient manifestement écouté la conversation, probablement collés contre le mur extérieur, écoutant chaque mot. « Parle-lui de la chambre », exigea Logan, sautillant d'excitation. « Quelle chambre ?» demanda Jasper, même s'il avait le sentiment désagréable de savoir exactement ce que son plus jeune fils voulait dire. « Celle que nous avons aménagée pour elle », répondit Owen fièrement. « Nous y avons travaillé chaque fois qu'elle était occupée à autre chose. Montre-lui, P. » Avant que Jasper n'ait pu protester, les garçons avaient attrapé les mains de Rosie et la tirèrent vers la cabane. Ils la conduisirent dans la petite pièce derrière la cuisine, qui servait de débarras depuis la mort de Sarah, ouvrant la porte avec la fierté théâtrale des garçons, révélant un magnifique secret. La transformation était remarquable. Quelqu'un, probablement tous ensemble, avait nettoyé des années d'accumulation de désordre et transformé l'espace en une véritable chambre à coucher. Les murs avaient été nettoyés et décorés avec les dessins soigneusement réalisés par Owen, représentant des paysages de montagne et des fleurs sauvages. Liam avait contribué en installant des étagères de fortune pour les livres et les effets personnels. Noah avait trouvé du tissu quelque part et cousu des rideaux simples mais gais pour la petite fenêtre. Wyatt avait réparé et renforcé le vieux cadre de lit en bois, tandis que Logan avait apporté son bien le plus précieux, un petit cheval sculpté que Jasper avait fabriqué des années auparavant pour décorer la table de chevet. « Ce n'est pas très sophistiqué, » dit Wyatt, soudainement gêné par leurs efforts. « Mais nous avons pensé que si tu voulais rester, tu devais avoir ton propre espace, un endroit qui n'appartienne qu'à toi. » Rosie se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes coulant librement maintenant qu'elle prenait conscience de chaque détail de la chambre qu'ils avaient préparée pour elle. L'amour et les efforts qui avaient été consacrés à chaque petite amélioration étaient bouleversants. Ces garçons, qui s'étaient montrés si méfiants à son égard quelques semaines auparavant, avaient passé d'innombrables heures à créer un espace où elle pourrait se sentir chez elle. « Vous avez fait tout cela pour moi, » murmura-t-elle. « Tu es notre sœur, » dit Noah simplement, comme si cela expliquait tout. « Les sœurs ont besoin de leur propre chambre, mais je ne suis pas vraiment... »« Si tu l'es, » l'interrompit Liam doucement. « Peut-être pas par le sang, mais tu fais plus partie de notre famille que certaines personnes qui portent notre nom. Tu te soucies de nous. Tu prends soin de nous. Tu nous aides à nous souvenir des bons moments avec maman, au lieu de simplement nous sentir tristes. Cela fait de toi un membre de la famille. » Jasper regarda ses fils entourer Rosie de leur acceptation et de leur amour et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, qui était restée figée pendant 3 ans. Ces garçons qui avaient été si perdus dans leur chagrin avaient retrouvé le chemin de la générosité et de l'espoir en prenant soin de quelqu'un d'autre. « Il y a autre chose, » dit Wyatt en sortant un petit paquet de tissu de derrière son dos. « Nous t'avons fait ça. » Il déplia le tissu pour révéler un carré de courte pointe grossièrement cousu, mais clairement réalisé avec beaucoup de soin. Chaque section avait été travaillée par des mains différentes. Les points soignés de Wyatt formaient une simple maison. Le travail soigné de Liam créait une bordure de livres. L'œil artistique d'Owen était évident dans les fleurs colorées en tissu. Les efforts patients de Noah étaient visibles dans l'assemblage minutieux des pièces, et la contribution bancale mais enthousiaste de Logan, un tissu jaune vif destiné à représenter le soleil. « C'est censé représenter notre famille », expliqua Owen. « La maison où nous vivons tous ensemble, les livres parce que Liam nous enseigne des choses, les fleurs parce que maman les a toujours aimées, et le soleil parce que tu rends tout plus lumineux. » Rosie prit le carré de quilt avec des mains tremblantes, ses larmes tombant librement sur le tissu. « C'est la plus belle chose que quelqu'un ait jamais faite pour moi, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. « Alors, tu vas rester ?» demanda Logan, la question à laquelle tout le monde voulait une réponse. « Seras-tu vraiment notre sœur? » Rosie regarda les visages qui l'entouraient, 5 garçons et un homme qui étaient devenus,
d'une manière ou d'une autre, la famille qu'elle n'avait jamais osé espérer. Elle pensa à toutes les maisons où elle avait vécu, à toutes les personnes qui s'étaient occupées d'elle par devoir ou par obligation, à toutes les fois où elle avait été la solution temporaire au problème de quelqu'un d'autre. Mais là, c'était différent. Elle avait le sentiment d'appartenir à cette famille. Oui, dit-elle doucement, puis plus fort, avec une conviction grandissante. Oui, je veux rester, je veux faire partie de votre famille. Les cris de joie des garçons pouvaient probablement être entendus jusqu'au pied de la montagne. Ils l'entourèrent de câlins et de bavardages enthousiastes sur tout ce qu'ils feraient ensemble, sur toutes les façons dont leur vie serait meilleure maintenant qu'elle restait pour de bon. Jasper resta en retrait et observa ses enfants, tous les six désormais, et sentit la présence de Sarah comme une main chaleureuse sur son épaule. Elle aurait adoré ce moment. Elle aurait adoré Rosie. Elle aurait été fière de la façon dont leur garçon avait ouvert leur cœur à quelqu'un qui avait autant besoin d'une famille qu'eux. Demain apporterait des complications, des défis juridiques et des conversations difficiles avec des autorités qui ne comprendraient peut-être pas. Mais ce soir, ils étaient complets d'une manière qu'ils n'avaient plus été depuis la mort de Sarah. Ce soir, ils formaient à nouveau une véritable famille. L'équipe de secours arriva à l'aube, leurs chevaux fumant dans l'air froid de la montagne et leurs visages graves, conscients de la sérieux de leur mission. 3 hommes menés par le shérif Morrison, du siège du comté, accompagnés d'un chariot pour transporter les survivants et d'une civière de fortune pour les blessés. Ils s'attendaient à trouver des gens désespérés et reconnaissants d'être secourus, et non une cabane chaleureuse remplie de l'agitation confortable d'un foyer qui fonctionne. Jasper McKinnon, le shérif, était un homme buriné d'une 50aine d'années, avec le genre de présence rassurante que l'on acquiert après des années passées à gérer des urgences en montagne. Nous sommes ici pour la diligence de Denver. Nous avons appris qu'elle avait disparu dans la tempête. Nous les avons trouvés il y a 5 jours, répondit Jasper en sortant dans l'air froid du matin. Le conducteur et une passagère, une dame âgée nommée Davidson, ont péri. Il y a une survivante, une jeune fille. Le shérif Morrison sortit un petit carnet, son expression devenant plus concentrée. Comment s'appelle-t-elle? Rosie Fletcher. Elle dit qu'elle se rendait chez des parents en Californie avec ses tuteurs, qui sont morts dans l'incendie de leur maison. Le visage du shérif devint très grave. Il échangea un regard avec ses adjoints avant de reprendre la parole. Monsieur McKinnon, j'ai bien peur que nous ayons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il y a effectivement eu un incendie à Denver il y a 3 semaines. La famille Fletcher, y compris un couple qui avait recueilli leur petite nièce orpheline, a péri. Tous, sans exception. Jasper sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais Rosie dit, « La fille que vous appelez Rosie Fletcher n'existe pas légalement. » Le shérif Morrison poursuivit. D'après ce que nous avons pu reconstituer, elle voyageait avec de faux papiers fournis par quelqu'un qui essayait de la faire passer chez des parents en Californie, mais ses parents sont morts dans le même incendie qui a tué ses tuteurs à Denver. Elle n'a pas d'identité légale, pas de famille vivante et aucun droit légal d'être où que ce soit. Ces mots frappèrent en Jasper comme un coup physique. Derrière lui, il pouvait entendre les bruits du petit déjeuner en cours de préparation. La voix douce de Rose qui dirigeait les garçons dans leurs tâches matinales. Le rythme confortable de la vie familiale qui semblait si sûr quelques instants auparavant. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, bien qu'il redoute la réponse. « Cela signifie qu'elle est désormais sous la tutelle de l'État. Nous devrons la ramener à Denver, la placer dans un orphelinat ou dans une famille d'accueil. On ne peut pas laisser une enfant sans statut légal vivre dans la nature avec un homme qui n'est pas de sa famille. Mais elle est chez elle ici, dit Jasper, les mots sortant avec plus de force qu'il ne l'aurait voulu. Elle fait partie de notre famille maintenant, dit le shérif Morrison, son expression s'adoucissant légèrement. Je comprends que vous vous soyez attaché à elle, et je suis sûr qu'elle vous a été d'une grande aide pendant cette période difficile, mais la loi est la loi. Un homme célibataire ne peut pas simplement accueillir un enfant qui n'est pas de sa famille, surtout s'il n'a pas de papier. Il existe des procédures d'adoption et elles exigent... Quelle procédure? L'interrompit Jasper. Dites-moi ce que je dois faire. Eh bien, vous devez d'abord établir son identité légale, ce qui sera pratiquement impossible sans papier. Ensuite, vous devrez demander la tutelle au tribunal, prouver que vous pouvez subvenir à ses besoins, démontrer que c'est dans son intérêt. Le shérif secoua la tête.
Même si tout cela fonctionnait, cela pourrait prendre des mois, voire des années, et cela en supposant que le tribunal envisage même de placer une jeune fille chez un homme célibataire dans des circonstances aussi éloignées. La porte de la cabane s'ouvrit derrière eux et Rosie sortit sur le porche, le visage pâle mais calme. Il était clair qu'elle avait écouté chaque mot. « Shérif, dit-elle poliment, je m'appelle Rosie. Je pense que vous êtes ici à cause de moi. » Morrison souleva son chapeau. « Oui, mademoiselle. Je crains que nous devions vous ramener à Denver, vous placer chez des gens qui pourront s'occuper de vous. »« Mais je suis déjà bien placé, » répondit Rosie avec une dignité tranquille. « Monsieur McKinnon et ses garçons ont pris grand soin de moi. J'ai de quoi manger, un toit, une éducation, et sa voix trembla légèrement. Une famille qui m'aime. Je comprends que ce soit difficile, mais Sheriff Morrison, Jasper l'interrompit, l'esprit en ébullition. Et si nous nous marions? La question resta en suspens comme la fumée d'un coup de feu. Tout le monde, le shérif, ses adjoints, même Rosie, regardèrent en Jasper avec stupéfaction. « Se marier? » répéta le shérif Morrison. « Qui exactement épouseriez-vous? Je voulais dire que si je trouvais une femme qui pourrait servir de figure maternelle à Ross, cela changerait-il la situation juridique? » Le shérif réfléchit. « C'est possible. Un couple marié aurait plus de chances dans une procédure d'adoption, mais trouver une femme prête à prendre en charge 5 garçons et une fille orpheline au milieu de nulle part, c'est beaucoup demandé, McKinnon. Et même dans ce cas, il faudrait encore établir l'identité légale de la fille d'une manière ou d'une autre. » De l'intérieur de la cabane, on entendait des chuchotements pressants, tandis que les garçons assimilaient ce qu'ils entendaient. M. Patterson apparut dans l'embrasure de la porte, appuyé sur une béquille de fortune, le visage grave, conscient des implications de la conversation. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit-il d'une voix qui trahissait le poids d'un homme sur le point de révéler un secret important concernant l'identité de Ross. Tous les regards se tournèrent vers le passager blessé, qui avait été largement ignoré pendant les opérations de sauvetage. « Je n'ai pas été tout à fait honnête tout à l'heure, » poursuivit M. Patterson en grimaçant lorsqu'il changea de position. « J'en savais plus sur la situation de cet enfant que je ne l'avais laissé entendre. J'avais sur moi des documents juridiques, des papiers qui devaient établir sa tutelle auprès de ses proches en Californie. Mais ce n'étaient pas les seuls papiers dans ma sacoche. » Il regarda Rosie droit dans les yeux, l'air à la fois désolé et déterminé. « Ton père, ton vrai père, ne t'a pas simplement confié à des tuteurs lorsqu'il est mort. Il a laissé des instructions précises sur ce qu'il fallait faire si ses dispositions ne pouvaient être respectées. Il y a un testament, mon enfant. Des documents qui te donnent un statut juridique et établissent un fonds fiduciaire pour subvenir à tes besoins. » Les yeux de Ross s'écarquillèrent. « Je ne comprends pas. Ton père était plus prospère que tu ne le pensais. Il a mis de l'argent de côté spécifiquement pour s'assurer que tu serais prise en charge quoi qu'il arrive. Et il a inclus des dispositions pour une tutelle d'urgence, donnant à toute personne qui t'accueillerait en cas de crise le droit légal de demander la garde permanente. » Le shérif Morrison s'avança, manifestement très intéressé. « Où sont ces documents maintenant? Je crains qu'ils aient été perdus dans l'accident, mais ils existent ou existaient. Ils ont été déposés chez un avocat de Denver nommé Hartwell. Si ces documents ont survécu et si cette famille souhaite vraiment garder la jeune fille, elle pourrait avoir des motifs juridiques pour le faire. » Cette révélation changeait tout et rien à la fois. Il existait peut-être des documents juridiques qui pourraient résoudre leurs problèmes, mais ils étaient probablement ensevelis sous des tonnes de neige et de débris provenant de l'épave de la diligence. « Nous pourrions fouiller le site de l'accident, » suggéra l'un des adjoints. « Nous pourrions trouver cette sacoche si elle a survécu aux intempéries. »« Et si nous ne la trouvons pas, » demanda Jasper, « nous reviendrons au problème initial, » répondit le shérif Morrison. « Pas de fondement juridique, pas de voie claire vers l'adoption. » Rosie était restée silencieuse pendant cet échange, ses petites mains serrées devant elle. Quand elle prit enfin la parole, sa voix était ferme malgré les larmes qui commençaient à couler sur ses joues. « Je ne veux pas retourner à Denver, » dit-elle simplement. « Je ne veux pas vivre avec des étrangers qui ne font que leur devoir. Je veux rester ici avec des gens qui ont choisi de m'aimer. » Les garçons s'étaient glissés sous le porche pendant la conversation, s'agençant de manière protectrice autour de Rosie, comme de jeunes soldats défendant leur territoire. Wyatt s'avança, la mâchoire serrée avec la même détermination obstinée qui caractérisait tous les hommes de la famille McKinnon. « C'est notre sœur, déclara-t-il.
Avec ou sans papier, avec ou sans loi, elle est des nôtres. Si vous essayez de nous l'enlever, vous devrez passer sur nos corps. Le shérif Morrison observa la scène devant lui. Un homme prêt à se battre contre le système judiciaire pour une enfant qui n'était pas de son sang. 5 garçons prêts à défendre leur sœur adoptive et une jeune fille qui avait trouvé la famille qu'elle avait cherchée toute sa vie. Monsieur McKinnon, dit-il finalement, je vous donne 24 heures pour trouver ces papiers. Si nous les trouvons et s'ils contiennent ce que Monsieur Patterson prétend, nous pourrons peut-être trouver un arrangement. Mais si nous ne les trouvons pas, dit-il en secouant la tête, je devrais la ramener avec moi. C'est mon devoir envers l'État. Alors que l'équipe de secours s'installait pour attendre la fin des recherches, Jasper sentit le poids des prochaines 24 heures peser sur lui comme une avalanche. Tout ce qu'ils avaient construit ensemble, toute la guérison, l'espoir et l'amour qui avaient grandi dans sa cabane au cours des dernières semaines, dépendèrent de la découverte d'une sacoche en cuir qui n'existait peut-être même plus. Mais en regardant ces 6 enfants, tous réunis face à l'incertitude du monde, ils savaient qu'ils affronteraient ensemble tout ce qui les attendait, car c'est ce qu'ils étaient devenus, avec ou sans papier, légaux ou non. Ils s'étaient choisis les uns les autres, et aucun shérif, aucune loi, aucun bureaucrate lointain ne pouvait changer cette vérité fondamentale. Les recherches commenceraient à l'aube, et avec elles, la lutte pour l'avenir de leur famille. L'aube se leva, froide et claire, sur la montagne. Le genre de matin cristallin qui faisait ressortir chaque sommet enneigé comme une cathédrale divine contre le ciel. Mais Jasper n'avait pas le temps d'apprécier la beauté du paysage, car il se préparait pour ce qui pourrait être la recherche la plus importante de sa vie. Tout ce que sa famille était devenue, tout ce qu'elle espérait rester. Tout dépendait de la découverte d'une sacoche en cuir qui avait peut-être déjà été dispersée aux 4 vents. « Les garçons, rassemblez-vous !» cria-t-il alors qu'ils terminaient leur petit déjeuner pris à la hâte. L'équipe de secours avait campé dans sa grange pendant la nuit, et le shérif Morrison était déjà en train de vérifier son équipement et de consulter ses cartes. « Nous allons fouiller chaque centimètre carré du site du crash, et nous allons le faire correctement. Il ne s'agit pas seulement de trouver des papiers, il s'agit de garder notre famille unie, dit Wyatt en chargeant la corde supplémentaire de son père avec une détermination sinistre. À 14 ans, il comprenait mieux que ses jeunes frères ce qui était en jeu. Et si la sacoche est enfouie trop profondément? Et si la neige et le vent l'ont emportée à des kilomètres? Alors nous creuserons plus profondément et nous chercherons plus loin, répondit Jasper. Nous n'abandonnerons pas tant que nous n'aurons pas tout essayé. Rosie était restée inhabituellement silencieuse toute la matinée, accomplissant ses tâches avec une précision mécanique, mais sans son bavardage habituel. Quand Jasper la trouva en train de plier soigneusement la couverture que les garçons avaient confectionnée pour elle, il comprit qu'elle se préparait à partir. « Ne fais pas encore tes valises, dit-il doucement. Nous allons trouver ces papiers, et si tu ne le fais pas, demanda-t-elle sans le regarder dans les yeux, je ne veux pas rendre les choses plus difficiles pour tout le monde en prétendant que cela n'arrivera peut-être pas. » Jasper s'agenouilla à côté d'elle et prit ses petites mains dans les siennes, rugueuses à force de travailler. « Rosie Fletcher, je veux que tu m'écoutes attentivement. Même si nous ne trouvons pas ces papiers d'aujourd'hui, ce n'est pas fini. Je me battrai pour toi devant les tribunaux. J'engagerai des avocats, je ferai appel aux juges et je ferai tout ce qu'il faut pour te ramener chez toi, là où est ta place. » Mais le shérif Morrison a dit, « Le shérif Morrison est un homme bien qui fait son travail. Mais il ne comprend pas ce que nous avons construit ici. Il ne sait pas que tu as redonné vie à cette maison, que tu as aidé mes garçons à guérir de leur chagrin, que tu m'as rappelé ce que signifie être un père plutôt qu'un homme qui essaie simplement de survivre au quotidien. » Les yeux de Ross se rempliront de larmes, mais elle les retenait avec le courage stoïque qui était devenu sa marque de fabrique. « Je vous aime tous tellement. Je n'aurais jamais pensé avoir à nouveau une vraie famille. Vous avez une vraie famille, et les familles se battent les unes pour les autres. » L'équipe de recherche se rassembla devant la cabane alors que le soleil montait dans le ciel, projetant de longues ombres sur le paysage enneigé. Le shérif Morrison avait apporté des sondes métalliques pour tester la profondeur de la neige. Tandis que ses adjoints portaient des pelles et des haches pour déblayer les débris, M. Patterson, malgré son bras blessé, insista pour se joindre à la recherche, car il était le seul à pouvoir identifier ses effets personnels avec certitude. La sacoche était en cuir marron, à peu près de cette teinte-là.
démontra-t-il avec sa main valide. Elle avait des boucles en laiton et mes initiales estampillées sur le devant. FP pour Frederick Patterson. Elle devrait être lourde si elle est encore intacte à cause de tous les papiers et de quelques effets personnels. Le site de l'accident semblait différent à la lumière du jour qu'il ne l'était pendant la tempête. Ce qui semblait être une zone de destruction compacte se révélait maintenant être un champ de débris éparpillé sur plusieurs centaines de mètres. Des morceaux de la diligence avaient été projetés dans toutes les directions par l'impact. Des roues, des coussins de siège, des bagages et des effets personnels étaient éparpillés sur le flanc de la montagne comme après une violente explosion. « Nous allons travailler en quadrillant le terrain », annonça le shérif Morrison, en divisant la zone en sections. Chaque équipe prendra un quadrant et fouillera systématiquement. Ne manquez rien. Cette sacoche peut être n'importe où. Jasper se retrouva à travailler aux côtés de Liam et Noah, sondant méthodiquement la neige qui était parfois profonde jusqu'aux genoux et parfois dure comme du béton à cause du vent. Chaque forme sombre sous la surface blanche suscitait l'espoir. Peut-être cette fois, peut-être ici, mais chaque sonde ne révélait que des rochers, du bois brisé ou des morceaux de cuir qui avaient autrefois maintenu l'attelage ensemble. Wyatt et Owen travaillaient dans la zone la plus proche de la diligence renversée, creusant soigneusement autour de l'épave où des objets lourds auraient pu être coincés lors de l'accident. Le plus jeune garçon, Logan, restait près de Rosie pendant qu'elle fouillait le périmètre, ses mains de 6 ans aidant à balayer la neige de tout ce qui pouvait être important. Les heures passaient avec une lenteur agonisante. Le soleil montait dans le ciel, réchauffant suffisamment l'air pour rendre la neige molle et traîtresse sous les pieds. À plusieurs reprises, les chercheurs ont percé des poches d'air cachées ou des congères instables, s'enfonçant jusqu'à la taille dans la neige poudreuse qui dissimulait des rochers pointus et des branches tombées. « Vous avez trouvé quelque chose ?» a crié Owen, sa voix résonnant à travers la montagne avec excitation. Tout le monde s'est rassemblé autour de lui alors qu'il extrayait avec précaution un sac en cuir de sous une branche de pin tombée. Mais ce n'était pas le bon sac. Celui-ci appartenait à Madame Davidson et ne contenait que des objets personnels, quelques bijoux, des lettres et une petite Bible avec son nom inscrit sur la couverture. Précieux pour quelqu'un qui l'avait aimé, peut-être, mais inutile pour résoudre la situation juridique de Rose, la recherche se poursuivit avec une urgence renouvelée alors que le soleil atteignait son zénith et commençait sa lente descente vers les sommets occidentaux. Jasper sentait le temps s'écouler comme du sable entre ses doigts. Dans quelques heures, le shérif Morrison déclarerait la recherche infructueuse et se préparerait à ramener Rosie à Denver. Cette pensée lui serra la poitrine, lui donnant presque envie de paniquer. « Pierre, regardez ça !» cria Liam depuis un endroit situé à 50 mètres en contrebas de l'épave principale. Il avait suivi une traînée de papiers éparpillés, de reçus et de correspondances professionnelles qui avaient été projetés hors de la diligence lors de l'accident. Ces papiers semblaient tous provenir de la même direction. Peut-être que si nous les suivons jusqu'à leur source, c'était un raisonnement brillant de la part d'un enfant de 12 ans qui aimait résoudre des énigmes grâce à une observation minutieuse. La traînée de documents les conduisit à un épais bosquet de laurières des montagnes, où quelque chose de lourd s'était écrasé à travers les branches, laissant derrière lui des brindilles cassées et de la neige remuée. Là, Wyatt désigna une forme sombre, enfoncée profondément dans le fourré, à peine visible sous une couche de neige et de feuilles mortes. Quelque chose était coincé là-bas. Il fallut 20 minutes de fouilles minutieuses et de coupes de branches pour atteindre l'objet. Mais lorsqu'ils finirent par le dégager, M. Patterson poussa un cri de triomphe qui résonna à travers la montagne. « C'est ça, c'est ma sacoche. » Le sac en cuir était abîmé et taché d'eau, mais toujours intact. Ses boucles en laiton étaient ternies, mais fonctionnelles. Les mains de M. Patterson tremblaient lorsqu'il l'ouvrit, révélant une collection de documents qui avaient été protégés des intempéries par le cuir épais et la construction solide. Le testament, souffla-t-il en sortant un document épais comportant plusieurs pages et des sceaux officiels. Il est là. Le testament du père de Rose et les dispositions relatives à la tutelle. Et regardez, ajouta-t-il en sortant une autre série de documents, les documents relatifs à la fiducie, tout ce dont nous avons besoin pour établir son identité légale et votre droit de demander la garde. Le shérif Morrison examina attentivement les documents, son visage buriné devenant de plus en plus pensif à mesure qu'il lisait.
Il semble authentique, dit-il finalement. Déposé auprès du cabinet d'avocats Hartwell and Associates à Denver, dûment certifié et notarié. D'après ces documents, Rosie Fletcher est bien l'héritière légale d'un fonds fiduciaire substantiel et toute personne lui prodiguant des soins d'urgence a le droit de demander la tutelle permanente. Le soulagement qui envahit le groupe était presque physique tant il était intense. Rosie s'effondra à genoux dans la neige, submergée par le passage soudain du désespoir à l'espoir. Les garçons l'entourèrent en poussant des cris de joie et en la serrant dans leurs bras, tandis que Jasper sentait quelque chose qui était resté coincé dans sa poitrine commencer enfin à se détendre. Mais le shérif Morrison n'avait pas fini. Cela vous donne le droit de demander la garde, mais cela ne garantit pas que le tribunal l'approuvera. Vous devrez encore prouver que vous pouvez fournir des soins appropriés à une jeune fille, que cet arrangement est dans son intérêt et que vous comprenez les responsabilités que cela implique. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Demanda Jasper. Cela signifie des audiences officielles, des inspections du domicile, des références morales. Le juge voudra s'assurer que Rosie reçoit une éducation adéquate, des soins médicaux, une guidance morale, tout ce dont une fille en pleine croissance a besoin. Vivant si loin de la civilisation, sans aucune femme dans le foyer pour lui apporter une guidance féminine, le shérif haussa les épaules. Il ne sera pas facile de convaincre un tribunal que c'est la meilleure situation pour elle. Jasper sentit son cœur se serrer à nouveau. Ils avaient trouvé les papiers, mais la bataille était loin d'être terminée. Cependant, le shérif Morrison poursuivit. Le fait qu'elle s'épanouisse ici, qu'elle ait tissé des liens familiaux solides et qu'elle dispose de ressources financières importantes pour assurer son bien-être, tout cela joue en votre faveur. Je suis prête à témoigner que j'ai trouvé une enfant bien élevée dans un foyer aimant et non une orpheline négligée ayant besoin d'être secourue. Alors que l'équipe de recherche rangeait son équipement et se préparait à rentrer à Denver, Jasper sortit la robe de mariée de Sarah de son coffre en cèdre pour la première fois depuis sa mort. La soie blanche avait légèrement jauni avec le temps, mais elle était toujours aussi belle, toujours imprégnée des souvenirs du jour le plus heureux de sa vie. « Que fais-tu avec ça? » demanda Rosie en le trouvant debout dans sa chambre, la robe étalée sur le lit. « Je pense à ton avenir, » répondit-il. « À ce que nous devons faire pour que tu puisses rester là où tu as ta place. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient réunis autour de la table pour ce qui pourrait être leur dernier repas ensemble, Jasper fit une annonce qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « Demain, quand nous arriverons à Denver, je vais commencer à chercher une femme. » Cette déclaration tomba dans la pièce silencieuse comme une pierre dans une eau calme, provoquant des ondes de choc et de confusion sur tous les visages autour de la table. « Une femme, » répéta Wyatt, la voix brisée par le désarroi adolescent. « PH, tu n'as pas besoin de ça. Je veux dire, nous pouvons très bien nous occuper de nous-mêmes et de Rosie. Ce n'est pas une question de besoin, » répondit Jasper doucement. « C'est une question d'exigence du tribunal. » Le shérif Morrison avait clairement indiqué qu'un homme célibataire vivant dans l'isolement ne serait pas considéré comme apte à élever une jeune fille. Mais un couple marié avec une stabilité familiale établie, c'est tout autre chose. Cette idée le terrifiait et l'excitait à part égale. Pendant 3 ans, il avait été convaincu qu'aucune femme ne pourrait jamais remplacer Sarah, que son cœur était trop meurtri pour aimer à nouveau. Mais voir Rosie transformer son foyer, voir ses garçons s'épanouir sous l'attention et les conseils d'une femme lui avait rappelé que l'amour pouvait prendre de nombreuses formes et que parfois, le plus grand acte d'amour était de faire de la place pour quelqu'un de nouveau. Le voyage jusqu'à Denver dura 2 jours à travers des cols encore dangereux en raison de la neige et de la glace. L'équipe de secours avançait lentement, tenant compte des blessures de M. Patterson et du précieux chargement de documents juridiques qui détermineraient le sort de Rose. Jasper chevauchait dans un silence pensif, son esprit aux prises avec l'énormité de ce qui l'attendait, les procédures judiciaires, l'examen minutieux des documents juridiques et la perspective intimidante de trouver une femme disposée à épouser un montagnard avec 5 filles et une fille adoptive. La ville de Denver s'était considérablement développée depuis la dernière visite de Jasper, 3 ans plus tôt. De nouveaux bâtiments bordaient la rue principale. Les fils télégraphiques s'étiraient entre les poteaux comme des toiles d'araignée mécaniques, et le bruit de l'industrie emplissait l'air, promettant progrès et prospérité. Mais sous l'agitation du commerce et de la civilisation,
Jasper se sentait submergé par le bruit et la foule après des mois de solitude dans les montagnes. Le shérif Morrison leur avait réservé une chambre au Mountain View Hotel, un établissement modeste qui accueillait les voyageurs venant des camps miniers et des colonies éloignées. Rosie partageait une chambre avec la femme du propriétaire de l'hôtel, tandis que Jasper et les garçons s'entassaient dans deux chambres communicantes qui leur semblaient exiguës après la cabane spacieuse qu'ils considéraient comme leur maison. « Puis, est-ce qu'on doit vraiment rester ici longtemps? » demanda Logan le premier soir, le visage collé à la fenêtre pour regarder la rue animée en contrebas. « C'est trop bruyant et tout sent mauvais. » Jasper comprenait le malaise de son plus jeune fils. Après des années passées à respirer l'air pur des montagnes et à profiter du silence de la forêt, la ville lui semblait étrangère et hostile. Un endroit où les gens se bousculaient sans se saluer, où le ciel était caché par les immeubles et la fumée, où rien ne poussait ni ne vivait à des kilomètres à la ronde. « Nous resterons le temps qu'il faudra pour que Rosie puisse rentrer avec nous, » répondit-il en installant Logan sur ses genoux. « Parfois, nous devons faire des choses difficiles pour protéger ceux que nous aimons. » Le lendemain matin, ils avaient leur premier rendez-vous avec l'avocat Hartwell, un gentleman distingué d'une soixantaine d'années, qui avait connu le père de Rose et s'attendait en effet à des questions sur le sort de la petite orpheline. Son bureau était rempli de livres de droit et de documents officiels, créant une atmosphère d'autorité sobre qui rendait même Wyatt nerveux. M. McKinnon Hartwell a déclaré après avoir examiné les documents retrouvés. Ces documents établissaient effectivement l'identité légale de Ross et votre droit de demander la tutelle. Cependant, la procédure judiciaire sera très approfondie. Le juge Crawford est particulièrement attentif aux affaires de protection de l'enfance, et en particulier celles qui impliquent des circonstances inhabituelles. Quel genre de questions va-t-il poser? Jasper voulait être prêt à toute éventualité. Il s'informera de votre stabilité financière, de votre capacité à fournir une éducation et des soins médicaux, de votre moralité et, surtout, de votre capacité à fournir une guidance ferme et inappropriée à une jeune fille approchant l'adolescence. Hartwell le regarda d'un air significatif par-dessus ses lunettes. Une épouse renforcerait considérablement votre demande. Cet après-midi-là, Jasper se retrouva dans la situation improbable de visiter les réunions sociales et communautaires de l'Église de Denver, se présentant maladroitement à des femmes éligibles sous le regard de ses fils, qui cachaient à peine leur mortification. Les conversations étaient gandées et artificielles. Comment expliquer qu'il avait besoin d'une épouse principalement pour satisfaire aux exigences légales pour adopter une orpheline? La plupart des femmes refusaient poliment lorsqu'elles apprenaient qu'il vivait dans une région montagneuse isolée et qu'il avait la responsabilité de 5 garçons et de Rosie. Quelques-unes semblaient intéressées par la nouveauté de la vie à la frontière, jusqu'à ce qu'elles comprennent l'isolement et les difficultés que cela impliquait. Une veuve particulièrement pragmatique lui posa des questions détaillées sur ses perspectives financières et ses conditions de vie, avant de déclarer qu'elle n'avait aucune intention de s'enterrer dans la nature sauvage pour s'occuper des enfants de quelqu'un d'autre. Au 3e jour, Jasper commençait à désespérer. L'audience était prévue pour la semaine suivante, et le juge Crawford avait clairement fait savoir qu'il verrait d'un mauvais œil qu'un homme célibataire cherche à élever une jeune fille dans des conditions aussi isolées. C'est Rosie qui apporta la solution, mais d'une manière que Jasper n'aurait jamais pu imaginer. « Monsieur McKinnon, dit-elle doucement ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dans le salon de l'hôtel, vous n'avez pas besoin d'épouser quelqu'un que vous n'aimez pas juste pour moi. Il doit y avoir un autre moyen. L'avocat dit qu'une épouse serait utile, mais il n'a pas dit que c'était la seule solution. Et si nous pouvions prouver que je bénéficierais d'une éducation féminine appropriée sans que vous ayez à épouser une inconnue? » Jasper la regarda avec une curiosité grandissante. « À quoi penses-tu, mon enfant? Madame Henderson, de la vallée voisine. Elle a 3 filles et elle a toujours été gentille avec nous lorsque nous venions acheter des provisions. Et si elle acceptait de veiller régulièrement sur moi, par exemple en m'enseignant les choses qu'une fille doit savoir. Et Madame Murphy, du magasin général. Elle a dit un jour que si nous avions besoin d'aide, nous n'avions qu'à demander. Peut-être que si suffisamment de femmes se portaient garante de notre arrangement, c'était une idée brillante pour une enfant de 9 ans qui avait appris à trouver des solutions créatives à des problèmes impossibles. Au lieu d'imposer un mariage artificiel, il pourrait créer un réseau de soutien
qui répondraient aux préoccupations du tribunal tout en préservant les liens familiaux qu'ils avaient mis tant d'efforts à créer. Rosie Fletcher, dit Jasper avec un enthousiasme grandissant, tu es peut-être la personne la plus intelligente de cette famille. Le lendemain matin, ils s'affairèrent à envoyer des télégrammes à leurs voisins et amis des communautés montagnardes pour leur expliquer leur situation et leur demander leur soutien. Les réponses commencèrent à arriver dans l'après-midi. Les messages d'encouragement et les offres d'aide affluèrent les uns après les autres, provenant de personnes qui connaissaient la famille McKinnon depuis des années. Madame Henderson accepta de leur rendre visite tous les mois et d'enseigner à Rosie les tâches ménagères. Madame Murphy proposa de fournir des articles féminins et des conseils chaque fois qu'ils viendraient en ville. Même le prédicateur itinérant qui desservait leur région isolée se porta volontaire pour témoigner de la moralité de la famille et de son attachement aux valeurs chrétiennes. Le soir venu, ils avaient rassemblé une série de témoignages et de lettres de soutien qui dressaient le portrait d'une enfant entourée d'adultes attentionnés, éduquée selon ses besoins et élevée avec l'amour et l'attention qu'elle méritait. « Penses-tu que cela suffira ?» demanda Rosie alors qu'il se préparait à aller se coucher. Jasper regarda sa fille, car c'est ce qu'elle était désormais à tous égards, et ressentit un élan d'amour protecteur si intense qu'il en eut le souffle coupé. « Cela doit suffire, dit-il simplement, parce que tu es avec nous, et parfois, quand quelque chose est juste et vrai, la loi trouve le moyen de le reconnaître. » Le matin de l'audience, le palais de justice ressemblait à une cathédrale construite pour juger plutôt que pour prier. Les hauts plafonds et les grandes fenêtres créaient une atmosphère d'autorité solennelle. Les bancs en bois poli et l'imposant banc des juges rappelaient à toutes les personnes présentes que des décisions importantes étaient prises dans ce lieu. Des décisions qui pouvaient changer des vies à jamais. Le juge Crawford était un homme sévère, âgé d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux bleus perçants qui semblaient voir à travers toute tentative de tromperie ou de manipulation. Il avait la réputation d'être juste, mais aussi minutieux, et Jasper avait été averti que le juge poserait des questions approfondies sur tous les aspects de leur situation familiale. « Monsieur McKinnon, commença le juge Crawford en examinant les documents étalés devant lui, vous demandez la tutelle légale d'une certaine Rosie Fletcher, âgée de 9 ans, dans l'intention de l'adopter à terme. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Et vous êtes un veuf vivant dans une région montagneuse isolée avec 5 fils qui tente d'élever cette fille sans l'aide d'une femme ou de conseil féminin. » Jasper sentit sa gorge se serrer, mais il s'efforça de parler clairement. « Votre honneur, je comprends vos préoccupations, mais je pense que notre situation est plus complexe qu'elle ne le paraît à première vue. » Il désigna les lettres de soutien que l'avocat Hartwell avait disposées sur la table. « Rosie ne manquera pas de conseils féminins. Nous avons mis en place un réseau de femmes du voisinage qui se sont engagées à l'aider dans son éducation et son développement. Madame Henderson a accepté de lui rendre visite tous les mois pour lui enseigner les tâches ménagères. Madame Murphy lui donnera des conseils sur les besoins féminins. La femme du prédicateur itinérant veillera à ce que son éducation morale et religieuse se poursuive correctement. » Le juge Crawford prit l'une des lettres. En la lisant attentivement, Madame Henderson écrit qu'elle connaît votre famille depuis 8 ans et qu'elle vous considère comme un homme au caractère irréprochable et un père dévoué. Elle note également que Rosie a déjà fait preuve d'une maturité et de capacité ménagère remarquables. « Oui, monsieur, Rose s'occupe de notre foyer depuis que l'accident l'a amenée chez nous. Elle a fait preuve de compétence et d'une sagesse bien supérieure à son âge. Et qu'en est-il de l'éducation? Comment comptez-vous vous assurer que cet enfant reçoive une éducation adéquate dans votre région isolée? » C'est là que Liam a surpris tout le monde, se levant dans la tribune. « Votre honneur, puis-je prendre la parole? » Le juge Crawford semblait amusé par ce garçon sérieux de 12 ans qui avait demandé la permission de s'adresser à la cour. « Vous pouvez. J'ai enseigné à Rosie à partir des livres de ma mère, et elle lit déjà à un niveau supérieur à celui de la plupart des enfants de son âge. Elle m'aide en arithmétique et apprend la géographie en étudiant les cartes des territoires. Mon père a construit une bibliothèque pour notre mère avec plus de 60 livres, et Rosie les a déjà presque tous lus. Vous êtes qualifié pour lui fournir cette éducation. » Notre mère était enseignante avant d'épouser P. Wyatt, a ajouté qu'elle nous avait tous appris à lire, à écrire et à compter. Nous ne faisons que poursuivre ce qu'elle a commencé. Le juge Crawford a pris des notes pendant que chaque garçon se levait pour parler de sa famille
et de la façon dont Rosie était devenue une partie intégrante de leur vie. Owen a décrit comment elle l'avait aidé dans ses activités artistiques, encourageant son talent tout en lui enseignant la discipline et la patience. Noah a parlé de la douceur avec laquelle elle s'occupait de lui lorsqu'il faisait des cauchemars et de la façon dont elle l'avait aidé à surmonter son chagrin après la mort de leur mère. Logan a simplement dit que Rosie faisait les meilleures crêpes, racontait les meilleures histoires et le rassurait lorsque le vent hurlait la nuit. M. Patterson a appelé le juge Crawford à l'intention du passager blessé qui avait insisté pour être présent malgré son bras et un corps en écharpe. Vous avez voyagé avec Mlle Fletcher et observé son caractère en situation de crise. Quelle est votre évaluation de sa situation avec la famille McKinnon? Votre honneur, je n'ai jamais vu un enfant aussi clairement à sa place. Pendant ce terrible accident et les jours qui ont suivi, Rosie a fait preuve d'un courage, d'une compassion et d'une compétence qui ont impressionné toutes les personnes présentes. Elle s'est occupée d'inconnus blessés et réconforté des enfants en deuil et a mis de l'ordre dans le chaos par sa simple gentillesse. La famille McKinnon ne l'a pas seulement sauvée, elle les a sauvés en retour. Le moment le plus fort est survenu lorsque le juge Crawford a demandé à Rosie de s'exprimer. « Mademoiselle Fletcher, souhaitez-vous rester avec la famille McKinnon? » Rosie s'est levée avec précaution, les petites mains jointes devant elle, et s'est exprimée avec la sincérité qui la caractérisait depuis son arrivée dans leur chalet. « Oui, votre honneur, avant l'accident, j'allais être envoyé vivre avec des gens que je n'avais jamais rencontrés, dans un endroit où je n'étais jamais allé, parce que c'était la seule option possible. Mais avec les McKinnon, je ne suis pas seulement une option ou une obligation. Je suis choisi. Ils ne veulent pas de moi parce qu'ils sont obligés de m'accueillir, mais parce qu'ils m'aiment et je les aime aussi, tous autant. Monsieur McKinnon m'a appris la force et la responsabilité. Wyatt m'a montré comment être courageuse même quand on a peur. Liam m'a transmis son amour de l'apprentissage. Owen m'a aidé à voir la beauté dans les choses quotidiennes. Noah m'a appris la douceur et le pardon. Et Logan, sa voix s'adoucit. Logan m'a rappelé ce que l'on ressent quand on est de la grande sœur de quelqu'un. Elle fit une pause, rassemblant son courage pour prononcer les mots les plus importants qu'elle ait jamais dits. Votre honneur, je sais qu'il existe des familles convenables et des familles inconvenantes, des arrangements légaux et des arrangements illégaux. Mais je sais aussi que c'est de l'amour qui rend une famille réelle et que ce sont les choix qui la rendent forte. Les McKinnon m'ont choisi alors qu'ils auraient pu me renvoyer. Ils m'ont fait une place alors que leur vie était déjà bien remplie. Ils m'ont aimé alors que j'étais une étrangère qui ne leur apportait que des ennuis. C'est le genre de famille auquel je veux appartenir. Non pas parce qu'un tribunal me le dit, mais parce que mon cœur me dit que j'en fais déjà partie. La salle d'audience est devenue silencieuse lorsque ces mots se sont installés dans cet espace formel, porteur d'une vérité qu'aucun argument juridique ne pouvait égaler. Le juge Crawford a observé la famille assise devant lui. 6 personnes qui s'étaient trouvées à travers une tragédie et avaient construit quelque chose de beau à partir de la perte et de l'espoir. Lorsqu'il a finalement pris la parole, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait été toute la matinée. Au cours de toutes mes années passées à ce poste, j'ai rarement vu une preuve aussi convaincante qu'un enfant ait trouvé sa véritable place. 1 an plus tard, la cabane des McKinnon était animée par un chaos organisé qui témoignait d'une famille qui vivait vraiment plutôt que de simplement survivre. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres propres sur les sols balayés, illuminant une maison qui avait appris à équilibrer l'énergie débordante des enfants en pleine croissance avec les rythmes doux de la vie domestique. Rosie se tenait debout devant le comptoir de la cuisine, ses cheveux bruns lui arrivant désormais aux épaules et son visage rayonnant de la santé d'une enfant qui savait qu'elle était aimée. À 10 ans, elle avait endossé avec une grâce remarquable son rôle de fille et de sœur, apportant de l'ordre dans la maison, non pas par des règles rigides, mais par un leadership discret qui donnait envie à tout le monde de faire mieux. « Les œufs sont prêts !» cria-t-elle à Wyatt, 15 ans, qui aidait son père à réparer une partie de la clôture visible depuis la fenêtre. L'aîné des garçons McKinnon avait grandi de 7 cm pendant l'hiver, et sa voix avait enfin pris le timbre plus grave de l'âge adulte. Plus important encore, la colère qu'il avait consumée pendant si longtemps s'était transformée en quelque chose de plus utile, un instinct protecteur envers sa famille et la détermination de devenir le genre d'homme dont sa mère aurait été fière.
Liam sortit du coin où il était plongé dans un livre sur l'ingénierie. Son 13e anniversaire avait fait naître en lui le rêve de construire des ponts et de concevoir des structures capables de résister à n'importe quelle tempête de montagne. Le colis postal devrait arriver aujourd'hui, annonça-t-il. J'attends une réponse de secours par correspondance à Denver. Jasper avait été impressionné par la soif d'apprendre de son deuxième fils. Mais Rosie s'était contentée de sourire et avait commandé le matériel pédagogique dont Liam rêvait. Utilisant une partie de son fonds fiduciaire pour s'assurer qu'aucun de ses enfants ne soit limité par leur éloignement géographique, Owen bondit de l'extérieur, ses cheveux roux ébouriffés par le vent d'automne, ses vêtements portant les traces de sa dernière expédition artistique. À 11 ans, il avait découvert que la montagne offrait des sujets infinis pour ses dessins, et plusieurs de ses croquis étaient désormais accrochés et encadrés au mur de la cabane, non seulement exposés avec la fierté parentale, mais aussi véritablement admirés pour leur technique et leur vision artistique. Madame Henderson a dit qu'elle apporterait peut-être du matériel artistique lors de sa visite la semaine prochaine, annonça-t-il avec enthousiasme. De vraies aquarelles, pas seulement des crayons et du fusain. Noah, 9 ans, est apparu avec une brassée de bois de chauffage, sa nature douce ayant trouvé sa raison d'être dans la satisfaction des besoins pratiques qui assuraient le confort de leur foyer. Il était devenu le pacificateur de la famille, capable de régler les différends avec quelques mots calmes et une suggestion qui satisfaisait généralement toutes les personnes concernées. Logan aide à s'occuper du nouveau poulailler, a rapporté Noah. Il dit de vous dire que les poules se comportent bizarrement, donc nous aurons peut-être bientôt des poussins. Logan, 7 ans, avait perdu beaucoup de sa douceur de bébé au cours de l'année écoulée, mais rien de sa gentillesse fondamentale. Il suivait son père partout, absorbant les leçons sur la vie à la montagne et les compétences pratiques, avec l'attention enthousiaste d'un garçon qui savait qu'il était apprécié et nécessaire. Les changements dans la cabane elle-même étaient subtils, mais significatifs. Les touches de Sarah étaient toujours présentes. Les rideaux qu'elle avait cousus, les livres qu'elle avait collectionnés, les fauteuils à bascule qui occupaient toujours une place de choix près de la cheminée. Mais à ces souvenirs s'ajoutaient désormais de nouvelles traditions et de nouvelles preuves d'une vie pleinement vécue. La table à manger était recouverte de la courte pointe terminée, qui était passée du premier petit carré de Rosie à un chef-d'œuvre de l'histoire familiale. Chaque section racontait une partie de leur histoire, la tempête qui les avait réunis, les batailles juridiques qui avaient valéli les séparer, les jouets et les défis quotidiens qui les avaient tissés en quelque chose de plus fort que le simple lien du sang. Rosie avait appris à tous les garçons à coudre, et même Jasper avait contribué à une section. Ses grandes mains étaient étonnamment habiles avec l'aiguille et le fil. Le petit déjeuner est prêt, annonça Rosie, alors que la famille se réunissait autour de la table, qui n'avait autrefois connu que le chaos, mais qui accueillait désormais chaque jour des célébrations de la vie commune. Le repas était simple mais nourrissant. Des œufs frais de leur poule, du bacon provenant du cochon qu'ils avaient élevé eux-mêmes, du pain préparé par Rosie selon les recettes de Sarah, et du lait encore chaud provenant de leur vache. Avant de manger, dit Jasper, debout à la tête de la table, j'ai quelque chose à dire. La famille se tut, reconnaissant le ton qui signifiait que leur père avait quelque chose d'important à partager. Il y a un an aujourd'hui, le juge Crawford a signé les papiers qui ont fait de Rosie notre fille et notre sœur légalement. Mais en vérité, elle faisait déjà partie de la famille bien avant que le tribunal ne le décide. Aujourd'hui n'est pas seulement l'anniversaire d'une décision légale. C'est l'anniversaire de notre choix de devenir la famille que nous étions destinés à être. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti un petit paquet emballé qu'il a déposé devant Rosie avec la solennité d'un rituel. Cela appartenait à ta grand-mère Sarah. Elle a toujours espéré le transmettre un jour à sa fille. Rosie a déballé le paquet avec précaution, révélant un délicat médaillon en or qui avait appartenu à la femme dont les souvenirs bénissaient encore leur maison. À l'intérieur se trouvaient 2 petites photos, l'une de Sarah jeune femme et l'autre de toute la famille McKinnon, prises le mois dernier par un photographe itinérant. Tu emportes désormais les 2 avec toi, expliqua Jasper. La mère qui nous a aimés en premier et la famille qui a choisi de t'aimer pour toujours. Des larmes coulèrent sur les joues de Rosie alors qu'elle attachait le médaillon autour de son cou, mais c'étaient des larmes de joie plutôt que de tristesse. Merci, Pay, merci à tous. Le mot « part » faisait encore battre le cœur de Jasper de gratitude et d'émerveillement.
Pendant les 3 années qui avaient suivi la mort de Sarah, il avait oublié ce que c'était que d'être vraiment nécessaire plutôt que simplement dépendant. Rosie lui avait rappelé qu'être père signifiait plus que fournir de la nourriture et un toit. Cela signifiait créer un foyer où les enfants pouvaient s'épanouir pleinement. Logan annonça alors avec la sagesse pratique d'un enfant de 7 ans. On peut manger? J'ai tellement faim que je pourrais manger une montagne entière. Les rires qui remplirent la cabane étaient empreints de satisfaction et d'espoir. À l'extérieur, le Colorado Peak se dressait, éternel et immuable. Mais à l'intérieur de la maison des McKinnon, tout avait été transformé par le simple miracle de personnes qui avaient choisi de s'aimer quoi qu'il arrive. Alors qu'ils partageaient leur repas et planifiaient leur journée, Rosie regarda autour de la table les visages de sa famille choisie et sut avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. Non pas parce qu'un tribunal l'avait décrété ou parce que les circonstances l'avaient imposé, mais parce que l'amour l'avait rendu vrai. Certaines familles naissaient, d'autres, comme la leur, se construisaient un choix à la fois, un acte de gentillesse à la fois, un moment de grâce à la fois. Et ces familles forgées dans le creuset des épreuves partagées et du dévouement mutuel s'avéraient souvent être les plus solides de toutes. Le vent de la montagne hurlait toujours autour de leur cabane, mais à l'intérieur, la famille McKinnon avait trouvé la paix qui vient du fait d'être véritablement